Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou Chloé! Coucou. Je suis trop contente de t'avoir dans mon podcast. Moi aussi. Je suis trop contente. Comment tu te sens? Ça va bien. Ça va, c'est une bonne journée parce qu'il pleut dehors, il fait Alors, moche et tout. voilà, côté météo, j'ai des revendications. J'adore les épisodes qui commencent comme ça. Alors, j'ai des revendications. Je ne suis pas contente de terminer le mois d'août avec un début de tempête, je sais pas. Ouais, grave. Je pense que la journée va être moche, mais elle commence avec toi dans ce studio cocon. Donc, tout va bien, ça me donne le sourire. Oh, c'est trop beau de dire ça. La journée va être moche, mais elle commence avec toi, du coup, ça va. Mais Et c'est en exactement plus, tu as ça. mis des paillettes, donc la lumière est en place. Merci de l'avoir notifié. Pas tout le monde le notifie et je suis très vexée. Non, je déconne. Pourtant, on Enfin, les voit. On va pas se mentir, grave. c'est difficile de passer à côté. Bah, des fois, j'ai l'impression que c'est tellement voilà, que les gens ne le voient pas. Tellement c'est. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, c'est ma théorie. Bref. Non, on te voit, je te vois. I see you. Oh, merci. Donc, avant de démarrer ce podcast, j'aime bien expliquer un peu le contexte de comment je rencontre mes invités. Donc, toi et moi, on s'est rencontrés dans un contexte un peu particulier parce Oui. que, enfin, en tout cas, c'est une rencontre un peu Original. voilà, merci, originale, parce que on s'est rencontrés lors d'un stage. C'était un stage, une initiation, Oui, un atelier, journée de stage, je sais plus Atelier. comment on appelait ça. atelier d'équithérapie pour les femmes ayant vécu des violences ou des traumas. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a un épisode de podcast avec Indira et Manon spécialement dédié à cette thématique-là sur cette association qui s'appelle Orpheus. Mm. Donc voilà. Donc nous, on s'est rencontrés comme ça. On se connaissait pas du tout avant cet atelier. Et vu que c'était quand même un atelier hyper intense, C'est sûr. c'est sûr, avec le cheval et tout, la danse, la Oui. musique. Moi, je me souviens que j'étais un peu charriée sur Instagram en te disant on est connecté par le nombril parce que parce qu'on a fait une danse du nombril de connecté de trucs et tout. Et je me sens vraiment genre liée à C'est toi vrai, tu sens encore notre lien. par le nombril, tu vois. C'est pour ça que ça me gratouille. Ouais. En fait, n'importe quoi. Mais oui, c'était vraiment une belle journée. Moi, je suis venue en tant que journaliste pour écrire une chronique en immersion dans la journée pour la pause Simone, qui est la newsletter que j'écris pour Simone Média. Donc, vous pouvez aussi la lire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais je me sentais aussi très concernée par le thème parce que, ayant été moi-même victime de violences. Et c'est vrai qu'à un moment de la journée, on devait faire des binômes et on a été ensemble. Oui. Ça a bien matché, mais c'était fort en sensibilité. Ah bah moi j'ai pleuré. Hein. Moi, je sais plus si j'ai pleuré. Je crois pas avoir vraiment. Si, j'ai pleuré. Qu'est-ce que je Si. raconte? Bien sûr que j'ai pleuré. Oui, t'as pleuré. Je sais plus. Enfin, je sais que j'étais dans l'émotion absolument toute la journée, en Ouais. revanche. Mais toi, tu m'as vraiment bouleversée. Oh, wow. Bah, j'étais très bouleversée, vraiment. Et je trouve que c'est super cool de rencontrer quelqu'un de cette façon-là, tu vois, en partageant une expérience aussi forte, Mm. alors qu'on se connaît pas du tout. Et je trouve que ça nous a vraiment montré tout de suite notre vulnérabilité comme ça, hyper brute, et c'était hyper authentique. Et c'est vraiment, je pense que c'est rare dans la vie quotidienne d'avoir des opportunités de rencontrer des gens de cette façon-là. Et je suis très heureuse que ça ait été notre cas à nous. Bah oui, moi aussi. Mais c'est aussi pour ça, moi, que j'adore mon métier. Et je pense que toi aussi, ça t'amène à ce genre de choses, quoi. On vit des expériences qu'on vivrait pas si on était... J'aime pas dire une personne lambda, parce qu'on a l'impression que je me place au-dessus, mais c'est pas ça. C'est juste que mon métier de journaliste permet que je me retrouve dans des situations que tout le monde ne vit pas, quoi, dans sa vie courante. Mais oui, parce que du coup, donc, tu fais la newsletter de Simone Média. Et via Simone, tu fais plein d'expériences comme ça, C'est ça? Bah, depuis toujours, depuis que je travaille en tant que journaliste, à travers mes reportages, ça m'emmène... Enfin, tu vois, j'avais commencé chez France 3 et mon premier vrai reportage pour la télé, c'était un camp naturiste.
J'adore. dans le sud de la France. Donc, je m'étais retrouvée avec mon collègue caméraman, tous les deux, on était habillés, mais tout le monde était à poil autour de nous. Tu vois, c'est une sacrée expérience. Après, je te dis un peu au pif ce qui me vient, mais j'avais fait un autre reportage dans les canalisations du château de Versailles, Oh, wow. qui sont interdites au public, tu vois, avec certaines parties qui datent vraiment de l'époque de Louis XIV et tout. Enfin, c'est un peu ce qui me vient en vrac, mais tu vois, ça m'emmène ça et là. Donc là, l'équithérapie avec toi. Pour Simone, j'ai aussi fait, par exemple, un festival qui s'appelle Les Jouissives, où là, j'ai fait du tantra, de la danse extatique. Enfin, voilà, je vis des trucs un peu de dingue, quoi. Oh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ben oui, j'aime beaucoup mon métier. Ouais, et on va en parler. Mais donc, du coup, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Pardon. Donc, je m'appelle Chloé Thibault, je suis journaliste indépendante, spécialiste des sujets culture et société, avec un gros penchant pour les questions qui rejoignent le féminisme, la lutte antisexiste. Et je suis autrice aussi de 5 livres, dont mon dernier qui est sorti en avril 2024, qui s'appelle Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer, aux éditions Les Insolentes. Voilà, sinon je suis, c'est important pour moi, Sagittaire, ascendant Poisson. Mais je pense on n'avait pas eu notre petit moment astrologie, toi et moi. Parce qu'en Je général, pense. je suis chiante avec ça. Je demande vite aux gens. Et l'heureuse colocataire de 2 chats. Extraordinaire. Voilà, qui m'aident énormément, puisque je sais qu'avec toi, enfin, on est aussi là pour parler de la santé mentale, mais On est aussi là pour parler des chats. voilà, mais mes chats me donnent tellement d'amour. Alors, je leur en Bien donne sûr. fois 12, mais voilà. Si je dois me présenter de façon un peu complète, c'est ce que je dirais, c'est les informations que je Extraordinaire. dirais. Tu sais que je suis assez surprise de voir que dans mes podcasts, non pas à chaque fois, mais souvent, l'astrologie revient. Ben oui, évidemment. Genre, je connais le signe astrologie de certaines de mes invités à podcast parce que ça arrive comme ça. Donc voilà. On se sait. Mais ouais, Sagittaire, du coup, t'es signe de feu. Oui. Bah voilà, on est 2 signes de feu. Mais je fais Et pas toi, tu es quoi exprès. déjà? Moi, je suis Lion. Hmm. Hmm. Mais alors attends, non, c'était quand alors ton anniversaire? Tu donnes la date ou tu veux rester C'était le 22 août, c'était il Mince, y mais je te l'ai pas a une souhaité. semaine. Mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Non. Mais j'avais pas l'information. Sagittaire, t'es de quand, toi? 27 novembre. Ah, c'est novembre. Oui, Ah, ok. Trop bien. Mais c'est novembre, rare, décembre. les Sagittaires. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de C'est Sagittaires. vrai? Ouais. T'en connais Ok. beaucoup, toi? Non. Non, j'en connais Vous pas êtes beaucoup. rares. Je ne sais pas si on est plus ou moins rare, mais j'en connais. Et je sais que quand j'apprends que les personnes sont sagittaires, souvent, je suis pas du tout étonnée. Il y a une vraie vibe, mais je pense qu'entre gens du même signe, peut-être qu'on pense tout ça à chaque fois, tu vois. Mais il m'est vraiment arrivé de me dire, mais évidemment, tu es sagittaire. Voilà. Oh, c'est trop bien. J'ai une pote qui est poisson, elle me charrie trop sur les Sagittaires parce que apparemment, vous êtes connus pour être très aventurier, très voyageur, très esprit libre. Mhm. Tu confirmes ou pas du tout? Ah bah, oui, ça résonne bien, mais c'est surtout que, par exemple, parmi les Sagittaires, a priori, il y a beaucoup de journalistes. Enfin, Ah ouais? quand j'arrive pas à le formuler de façon intelligente, mais bah, tu sais, il y a des métiers qui sont un peu typiques de tel ou tel signe, quoi. Et donc, comme le goût de l'aventure, la curiosité, etc., ce sont des qualités qu'on attribue aux journalistes. Voilà. Trop bien. Et je pense que mon côté autrice, par contre, c'est l'ascendant et la lune en poisson. Tu vois. J'adore. Mais moi, je trouve, désolée, je me jette des fleurs, mais que mon thème astral, il est assez équilibré parce qu'en fait, ma poiscaille et mon eau éteint le feu. Enfin, tu vois, ça s'équilibre bien, les deux. Enfin, éteint le feu. Non, ça l'éteint pas, mais tu vois, ça s'équilibre. Eau et feu. Trop bien. Et franchement, heureusement que je suis Sagittaire en signe solaire parce que sinon, je ne serais que sensibilité et chialade et ce serait difficile. Moi, des fois, je suis que sensibilité, que chalade et Bah c'est non, difficile. moi aussi, le plus je vieillis, le plus je me sens en poisson, tu vois. Mais je me dis, non, allez, on est quand même un peu Sagittaire. Continue à galoper et à lancer tes flèches. Oh, j'adore, j'aime trop, vraiment j'aime trop. Je pense vraiment que au bout d'un moment, je vais faire un thème astral quelque part pour. Enfin, c'est trop bien. Tu Bref. sais, je vais pas faire de la pub, mais il y a des applis qui peuvent te le faire gratuitement. Hein. C'est vrai?
Bah oui. On va en discuter en off. Mais oui. J'ai regardé, juste avant d'arriver, j'ai regardé sur cette fameuse appli mon petit horoscope du jour. Je me souviens plus parce que la phrase, elle est en anglais, mais c'est en gros, ça me disait que je peux pas réussir à définir toute seule ce qu'est l'amour et que j'ai besoin des autres personnes pour m'aider à créer la définition. Parce qu'en ce moment, cette année, je fais une greffe sentimentale et je suis un peu dans ma bulle, tu vois. Mais j'aime bien voir l'amour, évidemment, au-delà de l'amour amoureux avec des hommes ou des femmes. Et donc, je me disais, ben oui, ben voilà, ce matin, on va aussi se rappeler ce que c'est se donner de l'amour les uns Carrément. les autres, Et on va commencer, les unes d'ailleurs, les autres. les uns les unes les autres. Bon, forcément, là, déjà, tu as émis le truc de la grève de l'amour. J'ai trop envie qu'on en parle. Ça m'intéresse si fort. Mm. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de ton livre, Désirer la violence. Parce que c'est ton dernier qui est sorti sur les 5. Ma question, c'est qu'est-ce qui a initié l'écriture de ce livre? C'est une question, c'est une question à Hyper laquelle... vaste. Non, c'est pas ça, c'est qu'il me faut un petit peu de temps pour y répondre, mais en même temps, je me rassemble. Ce qui a suscité l'envie d'écrire ce livre, c'est très, très intime parce que je pars de moi, mais comme à chaque fois, en fait. À chaque article, à chaque reportage, je vais toujours chercher quand même ce que ça réveille chez moi. Et donc, pour les livres, a fortiori. Et donc, en fait, j'avais déjà exploré un petit peu tout ça à travers mon avant-dernier livre qui s'appelle Pécho Canard, décryptage d'une vie amoureuse tumultueuse, qui est un bouquin assez hybride. Illustré, c'est de l'autofiction, où en fait je dresse une galerie de portraits d'hommes que j'ai rencontrés de la maternelle à nos jours. Et donc je raconte 20 histoires qui ont marqué ma vie amoureuse et qui sont par moments décryptées par ma vraie psychanalyste, Liliane Holstein. Mais en même temps, c'est de l'autofiction, donc je parle de moi, mais j'ai pas transformé la réalité, puisque tout ce que je raconte, c'est vrai. Mais bon, ce ne sont pas les vrais prénoms, les vrais lieux. Parfois, pour créer un personnage, j'ai mixé 3 hommes. Donc voilà, mais en tout cas, ce livre-là, il est d'apparence très drôle. Enfin, très drôle, genre à mes yeux. J'adore. Ça me fait marrer C'est parce autour qu'il y a beaucoup de jeux de mots, justement autour des canards, etc. Enfin, pas etc. Par exemple, je sais pas, il y a le canard sissique, le canard claqué. Enfin, en fait, chaque canard, il y a un C'est petit jeu de génial. mots autour de canard. Et puis, ils sont illustrés par Sophie Lambda, dont j'aime beaucoup le travail. Et en fait, je voulais que d'apparence, on se dise oh, trop drôle ce bouquin. Mais en fait, il est assez dark et il est triste parce que, bon, je vous spoil, il n'y a plus rien à perdre. Ça finit par ma dernière histoire officielle dans laquelle j'ai vécu des violences au sein du couple. Donc, en fait, c'était vraiment de me demander comment est-ce que de la petite Chloé de la maternelle à cette Chloé de la trentaine, comment est-ce que j'ai pu arriver à me retrouver avec cet homme violent. Parce que moi, pendant quelques fois, j'ai pu prononcer la phrase ah, je tombe que sur des connards. Enfin, ce truc qui est très cliché, quoi, entre femmes hétérosexuelles, de se dire on tombe sur des connards. Alors, oui, parce que je le pense, il y a beaucoup de connards dans la société, que j'appelle des canards, évidemment, c'est un jeu de mots, canard-connard. Mais on ne tombe pas dessus. On leur tend quand même la main, on leur ouvre quand même la porte, on les laisse rentrer dans nos lits, dans nos cœurs, dans nos corps. Donc en fait, j'aime bien quand même me dire qu'on a une part de responsabilité. Et en fait, c'est encourageant de se dire qu'on a une part de responsabilité dans tout ça parce que ça veut dire qu'on peut agir et qu'on peut arrêter d'en être victime. Donc en fait, ce bouquin-là, il explorait déjà ce sujet. Mais je te l'ai dit de façon hybride et peut-être trop, trop hybride, trop flou, puisqu'il n'a pas vraiment trouvé son public, ce livre. Et donc, même si ça m'a fait un bien fou et qu'il y a eu un avant-après Pécho Canard, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui restaient en moi et de choses à explorer. Et en fait, dans la conclusion de Pécho Canard, au détour d'une phrase, je dis que dans les livres et les chansons avec lesquelles j'ai grandi, j'ai été biberonnée à cet amour, entre guillemets, passionnel, mais qui est en fait un amour fou, et où finalement on se rend compte que c'est antinomique. Enfin voilà, l'amour peut pas être fou. On peut aimer terriblement, énormément, mais non, en fait, l'amour n'est pas violent. Là. Il ne peut jamais légitimer une quelconque forme de violence. Et donc ça, c'était une phrase en conclusion de Pécho Canard. Et en fait,
ça a mûri et je me suis dit: «Non, mais il y a un vrai sujet». C'est-à-dire que, cette éducation à la violence, au goût pour la violence, cette création du désir, quoi, de se dire, des hommes qui font du mal ou qui me font du mal peuvent être désirables, ça se joue vraiment, à mes yeux, dans la pop culture et dans les films et les séries et les bouquins qui nous accompagnent quand on grandit. Et donc voilà, c'est l'objet de mon essai, Désirer la violence, qui là est un format bien plus «sérieux», entre guillemets. Tout est sérieux dans ce que je fais, mais voilà, il y a pas d'illustration, Il y a pas de jeu de mots, non, canard franchement, narcissique. non, il y a pas enfin, au début, ma plume, il y a par moments, je m'autorise des petites des vannes. On se comprend, c'est pas des blagues de Toto, mais le plus on avance dans le livre, le plus c'est compliqué d'en faire parce qu'en fait, c'est pas le lieu et puis que franchement, quand on parle des violences, sexuelles, violences conjugales et des féminicides, j'ai quand même guère le moyen d'en rire, quoi. C'est tout simplement pas drôle. Donc voilà comment est né le livre. Il est vraiment né de moi. En fait, c'est une enquête personnelle, qui me permet de me demander, comment j'ai pu ouvrir la porte à ces hommes-là et les trouver désirables et comment toute ma vie j'ai pu dire, «Ah non, lui, il est trop gentil, oh, il est pas excitant, il est trop sympa, il est trop gentil». Enfin, en clair, il me traite trop bien pour que j'ai envie de lui. Oh, c'est un truc de fou, ça. Mmh. Et en fait, évidemment, là, c'est moi, ça part de moi. Mais en fait, je trouve qu'en tant que journaliste et autrice, notre rôle, c'est aussi de se dire: «Attends, moi, j'observe ça, mais est-ce que ce serait pas un problème qui va au-delà de moi?» Et c'est absolument un problème qui va au-delà de moi puisque ça, je l'ai observé, constamment autour de moi, les femmes de mon entourage et même celles que je connais pas, enfin, voilà. Et donc je suis heureuse de voir que ce livre-là trouve son public et en fait, d'avoir autant de messages de femmes qui se reconnaissent dans ce que je décris et qui me disent: «Mais mais oui, mais purée, enfin, tu mis le doigt, en fait, sur quelque chose que je sentais, mais sans vraiment en avoir pris conscience». Donc toi, tu fais un vrai lien avec la pop culture. Quand tu dis pop culture, t'entends là par quoi? Je sais pas si c'est français de dire ça. T'entends ça par quoi? T'entends quoi par là? Merci. Ah pardon, excuse-moi. Du coup, c'est la question. Ouais, pop culture, ce que j'entends par pop culture, c'est, culture populaire et donc c'est-à-dire, que je vais plus, avoir recours à des références qui parlent à tout le monde, plutôt qu'à des références un peu élitistes ou au cinéma d'auteur. Là, en l'occurrence, je parle de cinéma. Je vais convoquer, Indiana Jones, James Bond, Grease, je vais parler de Dirty Dancing, de séries comme Gossip Girl, bien plus que, du cinéma de Jacques Audiard, de la nouvelle vague, française, voilà, de choses que d'abord le plus grand public connaît pas forcément ou n'a pas forcément vu et ensuite les plus jeunes. Enfin, aujourd'hui, malheureusement, peut-être un ado de 18 ans, il n'a pas forcément, des codes de cinéma un peu pointus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher, le grand public et de toucher des jeunes générations. Donc c'est pour ça que je parle plus de pop culture que de culture tout court, même si ça se rejoint évidemment. Et donc quand tu as balayé ces films aussi, les animaux, les Disney et tout? Oui, je parle de Disney, oui. Trop bien. Parce que moi, je pense que ça m'a fait beaucoup de mal, Disney aussi. C'est vrai, bah oui. Ouais, genre dans les représentations lesbiennes, le prince, la princesse, et cetera. Du coup, compliqué, quoi. Mais donc du coup, quand tu as balayé ça, comment ça s'est traduit exactement? À partir de quand tu as, vraiment senti, donc pour moi, ça, c'est la culture, patriarcale, la culture du viol, en Mmh. fait, dans beaucoup de films et tout. C'est quoi les exemples les plus marquants? Est-ce que peut-être tu peux illustrer ça, pour les gens qui voient peut-être pas, les analyses que tu as fait sur la pop culture? Est-ce que tu as des exemples qui peuvent montrer, comment la culture du viol ou le patriarcat est en fait présent de façon, très insinueuse? Oh, Insidieuse, insidieuse, merci. pas de souci. Hem, En fait, oui, le bouquin, globalement, ça traite de la culture du viol, en fait, parce que tout, même si on n'en a pas l'impression, tout est relié, en fait. On en vient toujours à la culture du viol. Mais en tout cas, à la culture des violences faites aux femmes. Enfin, voilà, si je dois résumer. Faites aux femmes et aux hommes aussi, parce que je parle de la culture du viol d'hommes,
dans les films. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des films où le viol d'homme est présenté comme quelque chose d'humoristique. Dans des comédies américaines, la phrase que j'utilise, elle n'est pas de moi parce que je cite un article, mais en gros, c'est un homme violé par une femme désirable est un homme chanceux. Tu vas avoir un peu ce cliché, beaucoup dans les comédies américaines, du type 40 ans toujours puceau, des choses comme ça, où le héros, il y a une femme qui est super canon, mais toujours présentée un peu comme une faux folle ou une nymphomane. Enfin, en tout cas, une femme bizarre, mais elle est canon. Et puis, comme elle a un appétit sexuel absolument délirant, elle l'attache au lit ou elle l'attache au radiateur et donc elle couche avec lui, mais sans le consentement du gars, tu vois. Mais il finit quand même par y trouver son compte parce qu'elle est canon, tu vois. Et ça, c'est assez récurrent et beaucoup dans le cinéma américain. Et pour ados, en fait, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, il y a d'autres scènes aussi de viol d'homme. Par exemple, je parle de La Servante écarlate ou des Chroniques de Bridgerton, où il y a eu, donc ça c'est plus récent, hein, des scènes, notamment dans Bridgerton, une scène où ils sont en train de coucher ensemble et le duc a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Et elle reste sur lui jusqu'à éjaculation alors qu'il lui a dit non, quoi. Donc ça, c'est une scène de viol. Donc on commence à en voir popper dans les séries et les films, mais elles sont pas encore assez, à mon sens, commentées, expliquées. Donc bref, c'était juste pour préciser que je parle aussi de violences faites aux hommes et que c'est très très important pour moi. Mais en tout cas, majoritairement dans le bouquin, c'est sur les violences faites aux femmes. Et donc, je pense que le plus intéressant, c'est d'en venir à la source et donc à Disney. Moi, je pars de là et je pars de Hercule parce que j'ai énormément aimé le dessin animé Hercule. Et, euh, et justement, je parle de la figure de Mégara. Et ça peut sembler complètement anecdotique, mais il y a une chanson, je vais te chantonner, qui est Non, non, jamais de Mégara. Non, non, jamais, je n'avouerai non, non. Avec les T'as une muses. super voix. Oh, arrête. Non, j'adore chanter. Pardon, tu vois, je rougis, je suis toute contente que tu me dises ça. Non, et donc cette chanson, je l'adorais, je la chantais tout le temps. Je pense que, je sais pas, j'étais au CE2 peut-être à l'époque de Hercule, enfin en tout cas j'étais à l'école primaire. Et je l'aimais trop. Et en plus, Megara, elle est présentée comme une héroïne quand même un peu badass. Alors, je dirais pas féministe, mais en tout cas, elle dit non, elle s'oppose. Donc, je l'aimais beaucoup. Et en fait, dans cette chanson, donc elle chante ça. Non, non, jamais j'avouerai que je l'aimais. Et puis, que je l'aime, pardon, que j'aime Hercule. Et les muses, elles chantent en chœur, gospel. Enfin, j'adore cette BO. Et en fait, il y a un moment où elle dit... la passion t'emballe et ça fait très, 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 très mal. Et en fait, cette phrase, quand j'y repense, je me dis, mais elle est catastrophique, quoi. Ça fait très, 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 très mal. Voilà. Donc, on m'apprend que la passion, ça fait très, 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 très mal. Et en fait, évidemment, là, c'est juste une phrase comme ça au détour d'un Disney. Mais en fait, moi, dans mon inconscient, quand depuis toute petite, on m'explique que des mecs qui m'aiment, ils me font mal. Parce que c'est ça, ce que je racontais aussi dans Pécho Canard, c'est à l'école primaire, j'étais amoureuse d'un garçon qui me frappait. Il me frappait vraiment. J'ai perdu des dents à cause de lui. J'avais des bleus, j'ai eu un cocard. Mes parents étaient systématiquement convoqués chez la directrice et j'étais amoureuse de lui. Et ce qu'on m'a souvent dit à cette époque, c'est non, mais c'est parce qu'il est amoureux de toi. Il est amoureux de toi. Enfin, vraiment, le qui aime bien châtie bien. Et donc, moi, depuis toute petite, j'imprime que c'est un garçon qui me fait du mal, voire qui me frappe, voire qui me fait perdre des dents, il est amoureux de moi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça, tu vois, rien que de t'en parler, vraiment, ça me donne la chair de poule. Et ça m'énerve, vraiment, ça me rend dingue. Et donc, dans le livre, je parle évidemment de Blanche-Neige, mais aussi de La Belle au bois dormant, en fait, de ces films de princesses qui sont des Disney très vieux, dans lesquels, évidemment, on représente des baisers non consentis. Donc, ce qu'on appelle dans l'univers Disney des baisers volés. Mais c'est qu'en fait, dans Blanche-Neige, donc à la fin, elle est dans un coma profond, enfin, elle est morte, hein, entre guillemets. Et le prince la ressuscite et lui redonne goût à la vie en l'embrassant, alors qu'elle dort. Et donc ça, c'est vraiment la base, quoi, de rappeler qu'évidemment, un baiser quand on dort, c'est un baiser non consenti, mais qui est romantisé. Ce que j'explique, c'est que dans le conte d'origine de Blanche-Neige, ça n'existe pas, cette scène-là. C'est folklore, hein. Normalement, elle a en gros un morceau de pomme coincé dans la gorge et c'est les nains en transportant son cercueil, enfin les hommes en transportant son cercueil, trébuchent
Et donc, ça renverse le cercueil et le morceau de pomme, il ressort de la gorge, donc elle va mieux. Bon, on n'est pas dans un réalisme total non plus. Mais en tout cas, le baiser non consenti, il a été rajouté par Disney. Et en fait, pour moi, tout ça, ça crée évidemment une culture du viol. Parce que ça commence par un baiser non consenti et ensuite, tu vois. Et évidemment, l'argument principal de mes haters, c'est « Non mais attends, mais ça fait un siècle, ces références-là, ça a changé. » Non, ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que dans le livre, je convoque l'exemple de Ratatouille, par exemple, qui est quand même bien plus récent, dans lequel on a une scène comme ça où Alfredo, donc le cuisinier avec le petit rat Rémi, là, il est amoureux de Colette, qui est la seule fille de la cuisine. Et en fait, à un moment, ils sont en train de se prendre la tête dehors. Et lui, il kiffe Colette, hein, il a un peu des sentiments pour elle. Et Rémi, donc, qui est sous sa toque, en fait, il fait une espèce de fausse manip, quoi, des cheveux, ce qui fait que Alfredo, en fait, va pour embrasser Colette. Mais Colette, elle a comment on dit, une bombe lacrymogène, quoi, sur elle pour se protéger. Et donc, elle a peur, en fait, d'Alfredo parce qu'il a l'air complètement bizarre. Elle sort sa bombe, comme pour se protéger. Et en fait, Alfredo l'embrasse. Donc, pareil, en fait, un baiser qui n'est pas non consenti, un baiser qui n'est pas consenti. Et on voit très bien que Colette, elle est non seulement réticente, mais elle a peur, en fait, dans cette scène. Sauf que il atterrit sur ses lèvres. La petite musique romantique se lance, on voit les traits de Colette qui se détendent, la bombe qui tombe par terre, et puis en fait, ils s'aiment, quoi, ils sont amoureux. Cette scène, pour moi, elle n'est pas utile du tout, mais pas du tout. Elle peut vraiment être écrite différemment. Parce qu'en fait, ça nous montre quoi ? Qu'elle a eu tort d'avoir peur de lui. Regarde, finalement, elle est bien contente qu'il l'embrasse. Et voilà, et Ratatouille, c'est bien plus tard, hein, c'est pas Blanche-Neige. Et évidemment que des scènes de baisers non consentis, il y en a pléthore. Hein. Je parle aussi du Diable s'habille en Prada, par exemple, que j'adore, hein, et dont on n'a pas retenu cette scène-là. On se rappelle de Meryl Streep, qui est géniale, de Anna Thaoué. Il y a une scène à Paris où Anna Thaoué, elle dit au beau gosse, pardon, dont j'ai encore oublié le nom, je sais qu'il s'appelle Christian dedans, mais j'ai oublié le nom de l'acteur, il est très beau. Elle est en couple, elle a trop bu. Il veut l'embrasser, elle lui dit non, je ne peux pas, je suis pas libre, non, non. Et puis il l'embrasse et en fait ils couchent ensemble et ça se passe bien, entre guillemets. C'est terrible en fait ce genre de scène. Et donc là, voilà, je sais pas, j'en ai cité 3, 4 exemples, mais c'est en centaines en fait. Et donc oui, moi j'affirme que tout ça, ça participe à créer un imaginaire dès le plus jeune âge en nous, où les violences faites aux femmes sont complètement banalisées et romantisées et érotisées et rendues comiques parfois. Donc c'est une catastrophe. Ouais, et puis moi je me souviens, parce que forcément je t'ai vu passer dans certains médias et tout, tu décryptes Twilight, Star Wars, The Notebook. The Notebook, c'est N'oublie jamais. Ouais. Et en fait, donc dans N'oublie jamais, c'était Ryan Gosling et en fait, il fait du chantage au suicide. Moi, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais en fait, le fait que tu décryptes ça, c'est vrai que on se rend compte, mais en fait, c'est super giga problématique. J'avais jamais capté que... Et je pense que depuis que je sais ça, je regarde le film différemment aussi. Et c'est vrai que c'est des films qu'on adore, c'est des personnages que... oui, on en a rêvé de ces histoires d'amour-là. Et du coup, le titre de ton livre porte super bien son nom parce que c'est désirer la violence. C'est vrai que du coup, bon, moi je suis pas hétérosexuelle, mais que du coup, certaines femmes hétérosexuelles même rejettent certains hommes hétérosexuels qui sont gentils, qui sont mignons, qui les traitent bien, parce que du coup, c'est pas ça l'amour, c'est ça que je comprends. En fait, ça me donne envie de réagir sur plein de choses que tu viens de dire. Ah, peut-être que je t'ai mal paraphrasé alors. Ah non, très bien. Okay, mais c'est juste que ça me donne envie de dire plein de choses. D'abord, même si je pense, et je le précise en intro, que c'est quand même clairement une problématique hétérosexuelle. En tout cas, moi, je peux écrire que de ce point de vue, puisque je suis une femme hétéro. Mais je pense quand même, et j'ai reçu des messages de personnes non hétéros qui me disent quand même que ça les aide et que ça leur est utile. Et en plus, pour avoir bossé avec des assos qui luttent contre les violences, notamment chez les jeunes, il y a évidemment des violences, enfin évidemment et malheureusement des violences dans les milieux LGBT. Donc bon, c'est juste pour dire aux auditeurs et auditrices, même si vous n'êtes pas hétéro, je pense que le livre est utile. Oui, non mais oui, complètement. C'était juste pour ça.
ensuite, en fait, vu que tu parles de N'oublie jamais, ça me donne envie de rebondir là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, l'énorme chose qu'il y a à déconstruire aujourd'hui, l'enjeu sociétal, c'est de comprendre que les violences sexuelles et les violences faites aux femmes, ce ne sont pas des violences qui sont commises par des affreux personnages, enfin là je caricature, mais des vieux hommes bossus, sales, dans un souterrain en fait. Parce que moi, quand j'ai grandi, mais comme toutes, on avait cette image du violeur qu'on ne connaît pas, qu'on croise tard dans une ruelle, qui nous menace avec un couteau, enfin, que sais-je, tu vois. Chacune a un peu son idée de ce que c'était un violeur, mais en tout cas, un violeur, c'était certainement pas quelqu'un qui a le visage de Ryan Gosling ou autre, tu vois. Et en fait, je crois que c'est vraiment l'enjeu majeur aujourd'hui. Parce qu'en plus, vu qu'on a la chance de vivre dans une époque où il y a eu le mouvement MeToo, et que forcément, en fait, le mouvement MeToo, cinéma, mais aussi un peu musique, qui essaye, tu vois, de se faire entendre, en fait, on parle d'hommes qui peuvent potentiellement avoir des physiques attirants, enfin en tout cas qui ont beaucoup de charisme, beaucoup de charme et qui séduisent les foules. Donc en fait, pour moi, c'est ça qu'il faut aller déconstruire. C'est pour ça que dans mon bouquin, je pointe du doigt ces films-là. Donc là, tu disais Twilight, c'est Robert Pattinson. N'oublie jamais, c'est Ryan Gosling. Attention, ce sont les personnages qu'ils incarnent, ce ne sont pas eux en tant qu'acteurs. Mais en tout cas, même si on n'est pas hétéro ou même s'ils ne sont pas à notre goût, c'est quand même difficile de se dire que ces gars sont moches. Enfin bon, je pense qu'on est un peu d'accord pour se dire que ce sont des beaux gosses, quoi. Des beaux gosses du siècle. Et donc pour moi, c'est ça, l'énorme, alors j'utilise le mot entourloupe pour être mignonne, l'énorme entourloupe, c'est-à-dire qu'ils ont agi sur nous comme des trompe-l'œil. C'est pour ça que l'exercice, à chaque fois que j'invite à faire, c'est imaginer, transposer tous ces films-là. Imaginez que ce soit un gars qui vous plaise pas physiquement. Qu'est-ce que vous en penseriez, en fait? Et franchement, n'oublie jamais, si c'est pas Ryan Gosling et que c'est un gars que je trouve moche et inquiétant et qu'on enlève un petit peu les flûtes et les violons, c'est un thriller. En tout cas, tout le début du film. Parce que clairement, oui, à la fête foraine, il vient la draguer. C'est Rachel McAdams qui joue le rôle de Ali. Ali, oui. Noah et Ali, je crois. Il vient la draguer, elle lui dit non, mais elle lui dit non plein de fois. Et en plus, elle est déjà en date avec un autre homme. Et il insiste, je veux sortir avec toi. Et donc, elle va faire un tour de grande roue. Et quand même, le gars s'accroche à la nacelle de la grande roue, menace de se jeter dans le vide si elle lui dit pas oui, je veux sortir avec toi. C'est horrible, quoi. Alors que moi, en 2004, et puis ensuite, parce que je l'ai regardé tout le temps, chaque année, je me disais, oh là là, mais si seulement ça pouvait m'arriver. Mais dans la vraie vie, mais imagine une seconde, moi je fais... Enfin déjà, j'ai le vertige, mais bon, s'il me prend de faire de la grande roue, le type qui se menace de se jeter dans le vide si je sors pas avec lui, mais c'est affreux, j'appelle la police, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est très grave ce qui a opéré là-dessus, c'est vraiment de nous dire, et a fortiori si les gars sont beaux, qu'ils ne peuvent pas être des agresseurs. Et en fait, c'est là où il y a vraiment un problème. Et c'est là où c'est une question, pour ça que mon sous-titre, c'est ce que la pop culture nous apprend à aimer. Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. C'est des petites graines qu'on sème dans le cerveau des filles, dès le plus jeune âge. Et des garçons aussi. Oui, et des la meuf est archi-canon, du coup. Oui, pardon. En plus, je l'ai expliqué avant, mais c'est vraiment s'il a l'air d'un prince, s'il est riche, riche, beau, et pourquoi pas célèbre, puisque j'aime bien recoller à la vraie vie, les filles, c'est OK, ce ne sont pas des violences. Et donc, ce qui est encore plus insidieux, c'est s'il t'aime et si c'est celui avec qui tu es en couple. Là, pour le coup, on en revient à ce que j'ai pu vivre et ce que malheureusement tellement de femmes vivent. Si c'est ton chéri, ça ne peut pas être des violences. Ça peut pas être un viol, ça peut pas être ça. Non, il t'aime, tu l'aimes, tu le trouves si beau, si désirable. Donc en fait, c'est très dur. Je fais ça parce que c'est quelque chose qu'on doit dissocier, on doit prendre du recul et se dire mais non, en fait, c'est précisément possible parce que je l'aime, parce que je le trouve attirant, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire. Donc voilà, c'est là-dessus que j'agis. Et du coup, tu m'avais posé une ultime question et je l'ai oubliée. Je ne réponds pas à la question que tu m'as posée. C'était quoi la question? Je ne sais plus. J'ai digressé. Twilight, non mais attends. Twilight, The Notebook. Je sais plus c'était quoi. Mais bon, tant pis. Mais ta réponse est extraordinaire, donc ça me va. Mais oui, mais le problème, c'est qu'à la fin, il y avait une question à laquelle je voulais répondre aussi. Écoute... Lesbienne, hétérosexualité, pop culture... Je sais plus, mais écoute... pour les garçons gentils.
Ah oui, bah voilà. Ah oui, oui, oui. Mais en plus, oh, heureusement que ça t'est revenu. Le problème, c'est ça qui est délicat et je l'ai bien vu parce que donc là, mon livre est sorti depuis plus de 4 mois. J'ai énormément de haters. Je reçois beaucoup de haine sur les réseaux On va en sociaux. parler de ça. Et c'est un peu l'argument préféré de mes haters, de dire qu'en fait, je nourris un discours masculiniste. C'est-à-dire, ah bah vous voyez les filles que vous voulez pas quand on est gentil. En fait, ça c'est chiant parce que vraiment c'est un point qui est beaucoup beaucoup utilisé par les masculins qui disent de toute façon, regardez, les filles elles en veulent pas des mecs gentils. Donc traitez-les mal parce que c'est ce qu'elles veulent. Ça renforce l'idée du fuis-moi, je te suis. Mais en fait, je renforce rien du tout. Justement, en pointant tout ça du doigt, je dis attention, arrêtons ça. Donc oui, ça va dans leur sens, sauf que la solution, c'est pas soyez méchants avec nous, c'est attention, attendez, reconstruisons toutes et tous ensemble quelque chose de sain. Soyez gentils, mais soyez-le sincèrement, parce que dans le livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Les mecs sympas le sont-ils vraiment, où j'explique comment il y a plein de rôles dans les films de mecs gentils qui en fait sont gentils pour obtenir la fille, qui sont gentils pour ensuite coucher avec elle immédiatement alors qu'elle vient d'être agressée, violée ou de perdre sa famille entière, j'en sais rien, mais qu'en fait ce sont des faux gentils, là aussi ce sont des trompe-l'œil, ou alors des espèces de sauveurs mais qui finalement renforcent quelque chose de mascu et de viriliste, tu vois. Par exemple, en fait, toutes ces scènes où ils sont en date dans des comédies romantiques et la fille est draguée par un autre homme et puis du coup lui Adam mais attends, elle est avec moi, bam, coup de poing dans la gueule. Enfin, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on a toujours vu. Moi, le jour où ça m'est arrivé que mon mec me défende comme ça, je trouvais ça trop sexy. En vrai, ça pue, c'est vraiment toxique. J'ai pas du tout envie que tu mettes un coup de poing dans la tronche à quelqu'un qui vient me demander l'heure, tu vois. Et donc ça, c'est absolument nourri par la pop culture. Donc déjà, voilà, soyez de vrais gentils, soyez gentils sincèrement, sans nous chosifier, sans croire qu'on est votre propriété, sans renforcer justement des attentes hyper patriarcales. Et puis laissez-nous rééduquer un peu notre désir, prenons le temps. Parce qu'on est aussi dans une société de toute façon de l'urgence, tu vois, amoureuse, où avec les applis, il faut que ça aille super vite. Prenons le temps de faire des dates. N'attendez pas de nous qu'au bout du 2e ou du 3e, on couche déjà avec vous et qu'après, vous ne nous rappeliez pas, parce que c'est ce qui se passe globalement aujourd'hui. Et voilà, on pourra parler. Mais en tout cas, pour moi, voilà, ça m'agace quand je lis « Ah bah tu vois, tu vois, on a raison, nous les masculins. Bah, parce que oui, oui, sur cette part. Et moi, je suis pour qu'on se responsabilise aussi en tant que femme. Mais en fait, la solution, c'est d'être plus sain, pas de renforcer, pas de renforcer la C'est pas violence. une carte joker de ah bah vous voyez, on peut se comporter n'importe comment parce que c'est comme ça qu'il faut que vous aimez ou un truc comme ça. Ouais, mais malheureusement, tu vois, ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est que nous, en tant que femmes, et ça, je l'ai pas dit en introduction, mais j'ai interviewé plus d'une vingtaine de spécialistes, chercheuses, sociologues, historiennes du cinéma, docteurs en neurosciences, enfin vraiment pour constituer cette enquête-là et une linguiste via plein de biais différents. Et donc, on m'explique dans le livre que nous aussi, en tant que femmes, on nous éduque à dire non quand on a envie de dire oui. Et en fait, c'est très vicieux, hein. Et c'est-à-dire qu'on a appris qu'il fallait qu'on nous courtise et qu'on soit un objet en fait de conquête. Si on dit oui trop facilement, la femme facile, on n'est pas intéressante. Donc même quand un type nous plaît, même quand on aurait envie de lui, on nous invite dès le plus jeune âge à dire non. Mais c'est le fameux fuis-moi, je te suis, hein. Moi, on m'a vraiment éduquée comme ça. Aujourd'hui encore, à 33 ans, je peux entendre non, mais lui réponds pas tout de suite, hein. Fais-le un peu mijoter, parce que sinon, attends, qu'est-ce qu'il va croire là que tu es trop disponible. En fait, la disponibilité et la facilité et le naturel sont stigmatisés dans les relations amoureuses hétéros. Donc c'est une cata. En fait, on nous apprend, nous aussi, à dire non quand on a envie de dire oui. Lesbienne aussi. Bah, ça, honnêtement, je pense que c'est universel. Ouais. Juste, non, mais attends, sois pas trop dispo. Mais en fait, depuis quand être dispo et avoir envie, c'est un problème. Et ça, c'est a fortiori chez les femmes, et ça vient vraiment de la littérature. Pareil, je l'explique avec différentes interviews, comment dans la littérature, et beaucoup la romance, et encore avant, l'amour courtois, etc., en fait, le viol, c'est très présent dans la littérature. Le viol, en fait, c'est une façon pour les femmes quand même d'avoir une vie sexuelle, mais dont elles ne sont pas sujets. Et donc, elles n'ont pas à être... en fait, elles ne sont pas coupables de leur désir sexuel, puisqu'on les a possédées sans leur consentement. Mais au final, elles sont quand même contentes.
Je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que ça a été... comme on n'avait pas le droit d'avoir du désir sexuel, bah, finalement, on trouve notre compte dans le viol, parce qu'on a quand même une relation sexuelle, mais en même temps, c'est pas nous qui l'avons initiée et on la voulait pas. Ça, c'est quelque chose qui est très, très romantisé et qu'on retrouve aujourd'hui dans la dark romance. Et ça, c'est évidemment la morale judéo-chrétienne, en fait, qui refuse aux femmes d'être sujet de leur désir. Donc, en fait, c'est quelque chose d'immense. Enfin, c'est vraiment un fil. J'ai écrit 240 pages, mais on peut en écrire 1000. Hein. Tu commences à tirer un fil, parce qu'en plus, moi, j'ai mis de côté la littérature, et tu te dis, mais c'est affreux. Tout ça, ce sont vraiment des racines très, très, très profondes. Donc là, du coup, tu as un peu exprimé toutes les problématiques, alors pas toutes les problématiques, mais une initiation des problématiques et une légère initiation des solutions. Ce serait du coup laisser nous, femmes, essayer de repenser les choses et gentils, soyez des vrais gentils. Oui, enfin, et pouvoir public, politique, gouvernement, faites votre taf dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et la pop culture et des représentations. Oui et non, parce que là encore, ce qui revient beaucoup, c'est évidemment de me présenter comme une affreuse wokiste, pro-cancel culture, qui veut vivre dans un monde de bisounours, etc. Moi, juste pour remettre l'église au milieu du village, le réal dont j'ai depuis longtemps dit que c'était mon préféré, c'est Lars von Trier. Donc, c'est quand même un cinéma assez zinzin. Très gore, bien particulier, tu vois. Non, j'allais dire un exemple, mais ça spoil le film. Donc bon, bref. J'aime la violence au cinéma, moi. J'aime la violence dans la littérature. Je vois énormément de films d'horreur. Donc non, il ne s'agit pas du tout pour moi de tout aseptiser et de dire que la violence doit être retirée de l'art, quoi. Parce que de toute façon, je pense que c'est intrinsèquement lié à l'art. Enfin, les artistes, globalement, vont mal. Quand tu sors quelque chose de tes tripes, non, pas tous les artistes, mais bon, les artistes que j'aime le plus, et hommes et femmes, hein. Je veux dire, il y a souvent justement de la santé mentale qui va pas bien, enfin, voire des maladies mentales, tu vois. Bref, ma phrase est très très longue. En tout cas, pour moi, il ne s'agit vraiment pas de tout aseptiser, mais il s'agit peut-être de protéger un petit peu mieux, en tout cas, les générations à venir et de contextualiser davantage les œuvres. Et je pense qu'on peut totalement représenter les violences, sexuelles en l'occurrence et conjugales, en les pointant comme étant des violences sexuelles. Moi, je pense vraiment qu'on peut se passer de la romantisation des violences sexuelles dans les comédies romantiques, tu vois. Et ça ne les rendra pas moins romantiques du tout, au contraire. Donc en fait, ça c'est pour la partie de l'art. Il ne s'agit pas du tout de censurer, ça ne m'intéresse pas. Simplement de mieux produire, de produire plus intelligemment. Ce qui me réjouit, c'est qu'évidemment, on voit de plus en plus quand même de films de femmes. Ça change la donne, point. Il n'y a même pas de débat. Enfin, là, je viens de voir le film Blink Twice de Zoé Kravitz, qui est un thriller. Je ne le spoile pas, mais bon, où il est question de violence sexuelle. Bah, c'est hyper habile, quoi. Voilà, c'est habile. Et c'est pas voyeuriste et c'est un super thriller. Donc c'est possible. Et après, quand je parlais des pouvoirs politiques, tout simplement parce que, en bref, les chiffres, 80% en moyenne des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite, ce qui ne veut pas dire que les hommes sont innocents, ça veut simplement dire qu'on ne mène pas d'enquête et qu'on lâche l'affaire. Et en France, aujourd'hui, on considère qu'il y a encore seulement 0,6% des viols qui sont condamnés par la justice. Donc zéro, quoi. Non, ne jouons pas sur les chiffres. Donc en fait, on ne fait rien pour les politiques ne font rien pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À partir de là, même si on sortait tous les mercredis 10 films hyper féministes en salle, tu vois, ça change rien, parce que ce qui compte, c'est quand même la réalité, c'est comment est-ce que les hommes sont sanctionnés. Un homme, évidemment, il ne suffit pas qu'il voit une scène de viol dans un film pour se dire « tiens, je vais violer ». Mais il a juste à se rendre compte qu'il a du coup 99,4% de chances de s'en sortir sans être condamné pour le faire, pour passer à l'acte. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de raccorder complètement à la vie réelle, au-delà de la pop culture. Et la vie réelle, on va en parler. Allez, go. Mais même si c'est toujours bizarre aujourd'hui, parce que de toute façon, il n'y a plus pour moi de distinction entre virtuel et réel. Enfin, les réseaux sociaux, c'est la vie réelle. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin,
Je sais jamais en fait si c'est pas un peu ringard quand je dis dans la vraie vie IRL. Moi, je le dis tout le temps. Oui, mais bon, au final, c'est quoi la vraie vie quand on passe X heures par jour sur nos téléphones et sur les réseaux, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est notre vraie vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, bah, là, tu disais, très justement que, bah, il y a des artistes, s'ils font des trucs violents, c'est peut-être parce qu'eux aussi ont vécu des choses violentes. Je pense que ça peut s'appliquer à toi aussi dans ta relation que tu as vécue. Je sais pas si tu veux en parler ou pas? Ben, de toute façon, même avant, en fait, cette relation, c'est simplement le point, j'allais dire culminant, mais je préfère le point le plus bas, en fait, de ce que je pouvais expérimenter dans mes relations aux hommes. Mais avant lui, je Ouais, il y en avait considère plein. que j'ai vécu bah, pas des violences physiques, mais des violences psychologiques qui sont extrêmement banalisées. Enfin, tu sais, on parle énormément du ghosting, mais franchement, pour moi, le ghosting, c'est une violence faite à l'autre. Euh, et ça, c'est au-delà du cadre hétérosexuel, hein. On vit dans une époque vraiment, mais ça fait vraiment vieux jeu, mais Ah, mais je suis où on ne 100 se d'accord avec toi. respecte plus les uns les autres. Et C'est aussi dans le super cadre dur. professionnel, enfin, être ghosté, quel que soit le domaine, en amitié, en amour ou dans le professionnel, c'est violent, c'est une violence. Et le fait que ce soit aussi banalisé et permis par les applis de rencontre, quoi. Je t'ai swipé, on parle un peu, et au bout d'un moment, je décrète que j'arrête de te parler parce que tu ne m'intéresses pas, ou que je suis en train de parler avec une autre, mais sans dire bon, bah écoute, je vais te laisser, finalement, ça ira pas plus loin, etc. C'est hyper violent, parce que ça sème aussi là des graines chez nous. Bon, bah attends, ça veut dire que je suis nulle, bon, bah ça veut dire que je suis pas belle, bon, bah ça. Voilà. Et donc ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois, et puis d'autres choses que le ghosting. Bon, ça, pour le coup, je le raconte bien dans Pécho Canard. Donc, je considère pas que mes relations aient été très saines, même avant lui. Et puis après, bon, là, j'ai pas forcément envie de parler de tout ça, mais bon, même mes parents, voilà, se sont séparés. Ça a été une histoire difficile entre eux, mais violente, hein, violente dans laquelle j'ai grandi. Donc, il y avait évidemment un terrain qui fait que quand je rencontre ce type précis, je suis la victime idéale. Mais ça, maintenant, je te le dis parce que ça fait 3 ans et que j'ai tout analysé, que j'ai travaillé dessus, mais je comprends pourquoi cette histoire, elle s'est passée. Et donc là, avec ma sagesse post 3 ans et tout ce travail à travers Pécho Canard et Désirer la violence, et évidemment en thérapie que j'ai fait, eh bien, même si ça peut paraître bizarre, finalement, je suis, entre mille guillemets, contente d'avoir vécu ça, parce que je me dis il fallait en fait que j'aille au bout de ce que je devais tester pour me dire, enfin, en fait, pour vraiment, mais tu vois, on parle de red flag, je le vois, on les voit les red flags, mais là, vraiment, il fallait qu'on me l'agite sous le pif, en fait. Regarde, là, tu vas à la limite. C'est pas possible, Chloé, ton système, ta configuration, tu vois, comme si j'étais un ordi, ça ne va pas, ça mène à ta perte. Et donc, parce que j'ai vécu ça et que je l'ai expérimenté, bah d'abord, je trouve que ça fait de moi une meilleure journaliste sur ces questions-là, parce que ça a renforcé mon empathie, ma compassion, ma compréhension de ces sujets. Et puis ensuite, ça m'a permis, en fait, d'écrire ces bouquins, et en l'occurrence Désirer la violence, parce que je pense que je l'aurais pas... J'ai vraiment mis mes tripes dans ce bouquin. Donc, je pense que j'en aurais pas été capable si j'avais pas expérimenté tout ça. Ça aurait donné un résultat peut-être plus académique. Il fallait que j'y mette de moi, en fait, dans ce livre. Et honnêtement, vu que je reçois beaucoup, beaucoup de messages de lectrices, je pense que c'est pour ça que là, il trouve son public et qu'il plaît. Et qu'il plaît. Peut-être que là, le mot est faible, qu'il émeut et qu'il bouleverse et qu'il remue. Enfin, c'est les mots qui reviennent, quoi. Parce qu'il est si intime au final. Mais pas forcément sur la forme, mais le fond, ça vient vraiment de mon vécu, quoi. Comment t'as fait pour te sortir de cette relation? Parce que en fait, là, moi, je t'écoute, je me dis: «Mais, c'est extraordinaire ce que tu as réussi à faire» parce que, mmh, je sais pas si, par exemple, quelqu'un qui a jamais vécu, une relation, d'emprise, de violence, mais en même temps, tu es tellement amoureuse que, c'est très, très compliqué de partir. Heu Et toi, bah, en plus de ça, tu en as fait quelque chose, quoi. Tu en as fait un livre, tu es partie au fond du truc, aller analyser absolument tout. Et je suppose que donc du coup, pendant les 3 ans, de ce que j'ai compris,
t'as fait un travail aussi thérapeutique de psy et tout pour essayer de comprendre. J'étais déjà en psychanalyse avant. Ah bah, voilà, la psychanalyse n'empêche pas de... voilà. Oui. Et du coup, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu as réussi à dénouer les nœuds de ces cycles, en fait, qui reviennent systématiquement. Et alors, je n'ai pas envie de faire de généralité, mais pour l'avoir un peu vécu aussi, c'est vrai que ça va vachement crescendo et qu'on monte et qu'on monte et qu'on monte et qu'on monte dans l'échelle de la violence. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on tombe dans un point déterminant où, en fait, l'amour ne suffit plus tellement le danger est grand. Et là, c'est un peu sauver sa peau, quoi. Je sais pas si c'est ça que tu as vécu, ou si ça te parle. Bah oui, ça me parle énormément. En fait, je réfléchis une seconde. Je peux tout à fait en parler. En fait, bon, comme je te le disais, donc j'enchaînais quand même les échecs, quoi. Enfin, des histoires pourries où je finissais toujours par souffrir, etc. Et tout ça, ça a commencé en 2020. Donc en plus, il y avait eu les confinements où j'étais confinée toute seule dans mon studio. Ça a été très dur. Alors vraiment, je ne suis pas du tout la pire. Hein. Il y a eu largement pire que moi. Mais en tout cas, moi, j'ai été le prototype lambda de la personne confinée toute seule dans un petit studio parisien, tu vois. Donc, parenthèse, mais t'as quel âge ? J'ai 33. Ok. Donc là, j'avais 29, moi, pendant le Covid. C'était l'année de mes 30 ans, 2020. Mais en tout cas, quand c'est arrivé, j'avais 29 ans. Et en plus, année, qu'on le veuille ou non, significative, parce que c'est l'année de tes 30 ans. Et donc, comme beaucoup de gens et d'amis à moi, je ne m'étais pas imaginé que l'année de mes 30 ans, elle serait confinée. Enfin, bref, voilà. Personne n'a rien compris à cette histoire, mais bon. Donc voilà, un peu pour poser, si tu veux, le paysage de ce moment-là. Je me sens seule à crever. Le confinement fait ressortir mes vieux démons. Alors là, justement, liés à ma santé mentale, mes angoisses les plus profondes, parce que moi, j'ai été hypocondriaque plus à l'adolescence. Bref, je me débat avec moi-même. Et après, post-confinement, je retombe sur un ou deux mecs qui me font des sketchs. Rien de grave, mais où je me dis, mais vraiment, sérieusement, c'est ça que la vie m'envoie, là, pour me faire aller mieux. Tout ça est n'empêche au canard. Et donc, on arrive en septembre, où là, ça se déconfine un petit peu. C'est la première fois que je ressors à une soirée où je peux danser. Enfin, en fait, j'ai l'impression de revivre ce soir-là. Et donc, bon, je te la fais quand même courte parce que j'ai pas envie de romantiser, justement. Mais je rencontre ce gars. Et c'est la rencontre de film, en tout cas dans ma tête, quoi. Il arrive dans le lieu de la fête. Je le remarque tout de suite. Je le trouve hyper charismatique, hyper sexy. Et je me dis, et le jour même, j'avais dit à ma meilleure amie que de toute façon, je voulais pas d'histoire, que je voulais prendre soin de moi, que je voulais recommencer à profiter de la vie, danser, etc., mais pas d'histoire amoureuse. Mais là, tu vois, il me tombe dessus, justement. Ce fameux truc de film. Ah bah non, mais regarde. Attends, l'univers n'est pas fou, regarde, là, il te l'envoie, The One, quoi. Vraiment, ce soir-là, c'est ça qui se passe. The One. Ouais. Et il est pas hyper sympa avec moi pendant la soirée. Justement, il me taquine. C'est vraiment la drague vache, tu vois. Il me taquine. Bon, je passe les détails. Et finalement, il me drague. Ça continue. Et puis finalement, il m'a ramenée chez moi. Je lui ai dit qu'on ne montait pas chez moi parce que j'en avais marre de ça, justement, que tout se passe trop vite, etc. Mais on s'est juste embrassés. Et puis, en gros, lui, tout de suite, il a nourri cette mythologie de... lui non plus, il voulait pas venir à la soirée. Et en fait, tout de suite, on s'est dit, c'est le destin, en fait. Là, si on s'est rencontrés ce soir, c'est qu'on devait se rencontrer. Et vu que je suis quand même très romantique, moi, pareil. Dès le lendemain, il a nourri très fort cette mythologie-là. Et donc, c'est allé très, très vite. Et ce qu'il y a, c'est que au premier date, donc juste une semaine après, il m'a fait un peu un date parfait pour moi, sur mesure. Et j'ai beaucoup parlé de moi. Et en fait, maintenant, je comprends que j'ai donné le mode d'emploi, quoi. Tiens, voici comment me manipuler. J'ai vraiment donné le mode d'emploi en expliquant pourquoi j'avais souffert. Justement, je me suis vachement confiée sur mes névroses, sur mes soucis d'hypocondrie, etc. Et donc, en fait, lui, à partir de là, mais consciemment ou pas, hein, parce que les hommes violents reproduisent eux aussi des choses et sont pas forcément des manipulateurs qui ont un tableau chez eux, vous savez, avec les punaises et tout, hein.
Mais en tout cas, lui, il absorbe tout ça. Et à partir de là, il correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin. Il me donne énormément d'attention, il est aux petits soins. Enfin là, je passe les détails bien précis, mais il fait tout ce qu'il faut faire. Et en plus, je le trouve hyper sexy. Et il est à fond. Et donc voilà, on est en plein love bombing. Donc le love bombing, c'est le débordement d'amour, mais qui est trop beau pour être vrai, littéralement. Débordement d'amour, de cadeaux, de déclarations, à dire des choses beaucoup trop intenses alors qu'on ne se connaît pas. Enfin voilà, il faut être rationnel. Non, je suis pas la mère de tes enfants au bout de 15 jours. Enfin voilà. On s'est dit je t'aime très vite. Enfin, il a dit qu'il était amoureux de moi très vite. Mais sauf que moi, j'étais en telle carence affective, sentimentale, que il a nourri tout ça, quoi. Donc voilà, quand je dis que j'étais la victime idéale, ça a marché très très bien avec moi, tout ça, ce love bombing. Le truc, c'est que assez vite, mais c'est même pas assez vite, jour 2, j'ai vu que c'était quelqu'un de violent. Parce que, enfin bon, là je passe un peu les détails, mais parce que sa conduite en voiture, elle m'inquiétait, parce qu'il criait sur des gens, parce que je voyais aussi comment il parlait de certaines personnes. Voilà, il n'était pas rassurant. Et en fait, mon corps, au premier date d'ailleurs, mon corps m'a dit assez fort que je me sentais pas à l'aise avec lui. Enfin, quelque chose me faisait peur chez lui. Et je le ressentais. Mais je suis passée outre parce qu'en fait, justement, ce qu'il a fait battre en moi a tellement endormi mon instinct que j'ai passé outre. Et à partir de là, c'est allé crescendo. Les premières embrouilles, elles sont arrivées très, très vite. Et elles étaient très, très impressionnantes, justement. Tu vois, une scène qui peut paraître toute simple, mais un pétage de plomb qui se passe en voiture où la personne, elle se met à rouler très, très vite. Et tu te dis, ça me fait très peur. En voiture ou en scooter, parce qu'il se déplaçait en scooter. Plusieurs fois, voilà, en fait, me prendre en otage en roulant extrêmement vite alors que j'ai peur et en menaçant de faire demi-tour en pleine autoroute. Enfin, des choses comme ça, qui en fait correspondent très, très bien au schéma de la violence chez les hommes violents. Et donc voilà, à partir de là, c'est monté crescendo. Il y a eu des scènes un peu marquantes, notamment une où finalement, pour la première fois, parce qu'il s'en prenait à des objets, il s'en prenait jamais forcément à moi pendant 3 mois, on va dire. Et puis après, il y a eu une scène d'une grosse, grosse dispute où lui, il m'a saisie par le col et où j'ai crié en disant « j'ai peur ». Et là, je me suis vraiment dit « bon, là, on passe un cap ». Parce qu'en fait, la prochaine étape, c'est vraiment « il me frappe ». Quoi. Et donc... bon, voilà, il se passe tout ça. Évidemment que 1000 fois sur l'autoroute, si je garde l'image de l'autoroute, 1000 fois j'aurais dû prendre la sortie et je suis restée. Parce qu'après, il se joue plein de choses. Justement, tu fêtes tes 30 ans. Cet homme-là, souvent ces hommes-là, ils veulent emménager très vite, ils veulent te faire un enfant. Et moi, j'avais 30 ans, j'ai aussi envie d'un enfant. En fait, je me dis, mais regarde, il m'aime à fond. Parce que le gros problème, c'est que après chaque dispute, c'est la lune de miel de nouveau. Donc, bref, c'est vraiment, je suis en train de te décrire ce que c'est les violences au sein du couple. Mais bon, bref. Non, mais je pense que pour les personnes qui ne savent pas, c'est hyper important de t'entendre. En fait... Là, je suis obligée de faire un bond ensuite quand je suis partie et que j'ai été mise en contact avec une professionnelle de l'asso En Avant Toutes. Et elles ont un chat qui s'appelle Comment on s'aime. Elles font un travail formidable avec En Avant Toutes et Comment on s'aime, surtout à destination des plus jeunes. Donc moi, j'étais peut-être un peu trop vieille par rapport à la cible, mais bon, je me suis tournée vers elles. Et en fait, j'ai été écoutée par une spécialiste des violences conjugales. Et là, ça a été vraiment un électrochoc parce que quand j'ai raconté toute mon histoire, elle m'a expliqué que ça marchait comme du dressage d'animaux et de chiens. En fait, elle a vraiment utilisé l'image du dressage de chiens. Et ça, je crois que ça m'a... Rien que de t'en parler là, tu vois, ça me fait quand même un effet de peur terrible où en fait, pourquoi le dressage, en tout cas dans ton cerveau, c'est-à-dire que tu sais très bien qu'il va y avoir une crise énorme, qu'il va se passer un truc horrible où t'es pas bien, où t'as peur, où la personne, elle se comporte très mal. Mais après, il y a une récompense. En fait, c'est ça que ça vient créer dans ton cerveau. C'est un système de récompense. Donc, en fait, ça t'apprend à subir le moment de crise parce qu'après, tu sais que ça va être trop bien. Que vous allez faire l'amour, qu'il va être trop gentil. Alors, bon, moi, les cadeaux, je m'en fous un peu, mais... qui va te faire un super cadeau, peut-être que ça marche mieux sur d'autres que sur moi, tu vois, mais... Et qui va être trop mignon comme au début. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question à chaque fois de retrouver l'homme dont tu es tombée amoureuse, parce que tu te dis, mais tu prends tes jumelles, il est passé où ?
Je comprends pas, c'est pas ça que j'ai acheté, c'est pas ce contrat que j'ai signé. Et comme à chaque fois, tu le revois un peu, après les crises, tu te dis, ah, bah voilà, quand même, je suis pas folle. Moi, je suis pas folle, il existe. Et donc, bref, il se passe ça, ce dressage. Malheureusement, les crises, peut-être au début, c'est tous les 15 jours, après, c'est toutes les semaines, après, c'est tous les 3 jours, puis presque tous les jours. Donc, en fait, ça va de plus en plus vite. La crise, c'est mieux, la crise, c'est mieux. Donc, c'est très, très difficile émotionnellement. Et puis, se joue en parallèle, eh bien, justement, l'emprise et le gaslighting, donc cette façon de en fait te faire douter, toi, de qui tu es, de ce que tu ressens, de ce que tu vis, tu vois, déformer a posteriori ce qui s'est passé, te faire croire que toi, t'es folle, évidemment, ça c'est la base dans les violences conjugales. Mais toi, mais regarde-toi, mais c'est toi l'hystérique, c'est toi la folle. Si je fais tout ça, c'est à cause de toi, c'est toi qui me rends comme ça. Et pourquoi j'étais la victime idéale? Parce que je suis quelqu'un de très sensible, d'empathique. Et que lui, il a très bien nourri ça, évidemment, parce qu'il avait un passé familial aussi qui explique que lui, il a vécu des traumas. Donc moi, je le voyais comme un petit animal blessé. Je me disais que je pouvais le sauver. Tout ça, j'en parle dans Désirer la violence, le syndrome de la sauveuse, etc. Et en fait, c'est hyper, hyper profond. Et tu te retrouves, ça, ma meilleure amie le sait, mais un soir, à écrire à ta meilleure amie un texto comme... coucou ma chérie, est-ce que c'est vrai que je suis une sale connasse, trop bête, qui fait le mal autour d'elle? C'était ça en gros. Et donc mon ami qui me dit quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais plus qui t'es, quoi. Et donc voilà, c'est horrible. Tant et si bien qu'il y a par exemple une scène où, sans rentrer dans les détails, je m'étais vraiment débattue parce que il me faisait super peur ce soir-là. Je me suis vraiment débattue, donc ce qui fait que je l'ai griffé sans faire exprès, en fait, au bras. Le lendemain, je suis partie en province et il m'a envoyé des photos de griffures sur le bras en disant, juste pour te dire que je pense aller voir la police pour leur raconter ce que tu me fais. Donc, en fait, tu as ce moment où tu finis par te dire, ouais, moi, je suis coupable de violence. Enfin, peut-être qu'en fait, il va tout inverser. Et là, c'est vraiment digne d'un thriller, en fait, où tu te dis, mais purée, attends, c'est moi la coupable, c'est lui la victime, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fout les jetons, quoi. Donc voilà, en gros. Et en fait, finalement, on avait emménagé ensemble, alors qu'évidemment que j'aurais dû prendre mes jambes à mon cou. Mais il a réussi à me faire penser qu'en emménageant, ça résoudrait le problème. Pardon, parce que justement, il m'aurait tout le temps avec lui, que ça l'inquiéterait plus, qu'il ne ferait pas de phase de crise parce qu'on serait tout le temps ensemble. Dès l'instant où on a emménagé, ça a été pire. C'est évidemment pas la solution, c'est pire. T'es encore moins serein quand c'est comme ça. Mais en fait, tout s'est passé sur 10 mois. Donc c'est très, très rapide. Et je l'ai quitté la première fois, parce que je l'ai quitté 5 fois avant de réussir vraiment à partir. La première fois, c'était le lendemain de notre emménagement. Parce que je me suis dit, ça va être un enfer. La veille du déménagement, on s'est retrouvés à appeler les urgences parce qu'il a cassé une vitre à main nue, qu'il avait du verre plein les mains. Enfin, bref, ce genre de choses. Et si j'ai réussi à faire en sorte que ça ne dure que 10 mois, sincèrement, je pense que c'est grâce à ma casquette de journaliste spécialiste de ces sujets-là. Parce que ce qui est quand même complètement délirant, et ça c'est très important pour moi de faire passer ces messages, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà qui tu es en face de toi. Hein. Je suis déjà féministe. C'était il y a 3 ans, hein, je n'ai pas changé radicalement. Je mène en parallèle une enquête sur les violences chez les jeunes, sur le harcèlement. Je fais des articles sur les violences sexuelles, sur l'emprise. J'ai une double vie, en fait. Mais ce qui fait que quand même, en nous, dans ma configuration système d'ordinateur, j'ai la connaissance, j'ai le dossier. Je sais comment les choses se passent. Et donc, ce qui a été très bizarre, c'est que plein de fois, sur ces 10 mois, c'est très émouvant pour moi de le raconter, mais je me brosse les dents, je suis devant mon miroir et je sais ce que je suis en train de vivre. Je le sais. Et je me regarde et je dis, on sait. On va s'en charger. on va s'en extirper. Mais en fait, ce qui est horrible, t'as d'autant plus honte d'être dans cette situation que t'es censée faire partie de celles qui savent précisément comment ne pas tomber là-dedans. Donc ça aussi, il a fallu le gérer après. Et là, pour le coup, quand je suis allée déposer plainte, le gardien de la paix,
qui a pris ma plainte m'a été très utile. Il a été génial, je tiens à le dire aussi, parce que ça existe, des dépôts de plainte avec des personnes bien en face de nous. Et il m'a dit qu'il avait une de ses collègues donc, qui travaille au service dédié du dépôt de plainte des femmes victimes de violences qui étaient victimes de violences. Et en vrai, après, j'ai discuté avec des avocates, enfin, en fait, avec des femmes qui ont de ces métiers, tu vois, qu'on range dans quelque chose d'intellectuel, où on se dit, elles savent, elles connaissent très bien les rouages, elles vont pas tomber là-dedans. Mais en fait, non seulement ça n'empêche pas, mais peut-être que ça nous pousse encore plus, parce qu'on a l'impression d'avoir, pour prendre une métaphore Koh-Lanta, le totem d'immunité, en fait. Tu te dis, ça peut pas m'arriver à moi. Je sais comment les reconnaître, les violences. Et pourtant, ça t'arrive. Bref, je t'ai fait 15 minutes de réponse, mais tout ça pour te dire que, malgré tout, je pense que mon travail m'a sauvée. Parce qu'il y avait ma petite conscience qui me disait on sait ce qu'on est en train de vivre et ça s'appelle des violences conjugales. Ok, donc au final, tu as réussi à aller au commissariat porter plainte. Ah oui, c'était pas immédiat en revanche. Hein. Ouais. Parce que j'ai rompu en juillet. Bon, là, encore une fois, comme je disais, il y a eu plusieurs tentatives. Et en moyenne, d'ailleurs, les assos expliquent que c'est 6 ou 7 départs avant de réussir vraiment à quitter l'autre. Et encore, ça peut être sur des années, ça peut être sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est d'autant plus difficile quand il y a des enfants. Donc moi, bon, c'était plus simple pour moi, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Et que je suis très bien entourée par ma famille. Mais donc, en tout cas, cette dernière fois, elle a été la bonne. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était même pas après la pire crise de notre couple, quoi. C'était une scène, quand même plus ou moins banale, malheureusement, de notre vie. Bah oui, il était pas bien, il me criait dessus, il s'en prenait un peu à moi. Mais il y a un truc qui a été déclencheur. C'est que, bon, voilà, je vais assez vite, mais il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit mais pauvre fille. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas comment te dire, mais vraiment, j'ai repris possession de qui j'étais et de ma confiance en moi. Et dans ma tête, je me suis dit, quoi? Mais à quel moment, toi, là, toi, tu me traites de pauvre fille? Ah non, mais c'est pas possible. Donc en fait, tu vois, c'est anecdotique, hein, parce que j'aurais pu te dire des moments où vraiment, non, mais là, c'était pas possible, je suis partie. Mais non, en fait, c'est juste ça, ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée. Je me suis dit, mais c'est hors de question que tu me dises ça, toi, c'est hors de question. Et bref, je suis partie. J'ai attendu qu'il aille sous la douche parce que c'est très difficile de quitter les hommes violents parce que c'est au moment où on les quitte ou juste après à les avoir quittés qu'il y a le plus de risques. Tout le monde l'explique. Hein, les féminicides, malheureusement, très souvent, c'est ça. La personne venait de le quitter ou de lui annoncer que, etc. Et donc moi, bref, il avait pris l'habitude de toute façon de m'enfermer dans l'appartement, de m'empêcher de quitter l'appartement dès qu'on était dans des moments comme ça. Donc comme je le savais, j'ai attendu qu'il soit sous la douche. Je suis partie en pyjama dans la rue et j'ai appelé mon père en lui disant bon, cette fois je pars vraiment, il va falloir que tout le monde m'aide parce que je dois trouver un endroit, etc. et partir. Et donc ça, c'était en juillet. Et mon dépôt de plainte, je crois que c'était en octobre. C'était quand même rapide, entre guillemets, mais ça n'a pas du tout été le lendemain. Parce que moi, là, je te le dis ça fait 3 ans, donc j'ai du recul. Mais moi, à ce moment-là, je dis pas du tout que c'était des violences conjugales. Je parle de rien de tout ça. Et après, j'ai agi vite, parce que moi, en plus, je voulais absolument pas que ça m'empêche de mener ma carrière, de travailler. Donc, j'ai déménagé et j'ai cru que ça allait. Vraiment, les premiers temps, je me disais, waouh, mais qu'est-ce que t'es forte, Chloé. Tu gères, quoi. Et puis, en fait, penses-tu pas du tout. T'as le stress post-traumatique, en fait, qui te rattrape. Et donc ça, c'est tout un tas de choses. Là, en l'occurrence, c'était des nuits horribles, pas du tout reposantes, des cauchemars, la peur tout le temps, la peur qui me retrouve, la peur tout le temps dans la rue des scooters, parce que je l'associais vraiment aux scooters. Et il y a eu plein d'autres choses psychosomatiques qui se sont mises en place. Et j'ai perdu la vue. Ma vue a énormément baissé cet été-là. Et j'en avais parlé avec ma psy et elle me disait, parce que vraiment, normalement, je voyais, et à partir de ce moment-là, j'ai pris de la myopie, quoi. Enfin, je voyais plus, je voyais flou, quoi, à une distance à laquelle je voyais tout le temps net.
moi, je crois très fort en ça, en ce que me dit mon corps, quoi. Et ma psy me dit, bah, parce que vous avez peur de voir. Vous voulez pas le voir. Ça vous protège, en fait, en un sens. Et en fait, il y a eu des choses comme ça qui ont changé en moi. Et je me disais, waouh, comment tu vas pas bien. J'allais super mal, en fait. J'allais vraiment super mal. Donc là, j'ai repris contact avec ma psy. Enfin, je l'avais déjà vue un peu pendant l'histoire, mais... Et puis après, des psys plus spécialisés, vraiment violence conjugale, où là, on me tend le miroir et bah, justement, tu vois, on me parle du dressage. Aussi des gens à qui je confie que j'ai honte parce qu'ils me manquent. Enfin, ils me manquent. Ouais, c'est trop bizarre, mais tu vois, et même pour aller encore plus loin, parce que de toute façon, ça m'intéresse d'évoquer ces sujets-là, mais tu vois, des moments peut-être de masturbation où tu te rends compte que en fait, ben, tu penses à cette personne, enfin à ton histoire en fait, et j'ai honte. En fait, je me dis, mais à quel moment tu peux te masturber en pensant à lui? À quel moment est-ce que ça peut te manquer? Et en fait, où on m'explique que ben vraiment, c'est dans le cerveau, c'est de la neuroscience. Ça, c'est comme ça, en fait, c'est de la dépendance, c'est comme de la drogue. Je suis en train de me défaire d'une drogue, là, très, Mm. très, très puissante. Donc bref, tout ce travail-là. Et puis à un moment aussi, ma psy, un jour, qui m'a dit, de toute façon, là, vous allez peiner à avancer tant que vous n'allez pas admettre que vous avez été victime de violences conjugales. Et donc, bah, il a fallu aussi ce temps-là pour que je me rende compte, quoi. En fait, il a vraiment fallu comme un... J'allais dire qu'on mette le nez dans le pipi, mais il faut pas faire ça au chat, donc non, en fait. Mais bon, on voit l'image. Il a vraiment fallu que que des spécialistes des violences, en m'expliquant, bah voilà, en fait, comme un diagnostic, ça correspond à ça, ça, ça. Comme quand on te dit, bon, bah c'est une rhinopharyngite. Là, il fallait vraiment qu'on m'explique par A plus B, voilà, ça correspond, c'est exactement ça correspond. Et après, j'étais là, ah oui, d'accord. Et donc, après, on m'a mise en contact avec un chat de la police, justement, pour les femmes victimes, où là, j'ai un peu décrit brièvement et je disais, ouais, je crois que je veux faire une main courante. Et le monsieur en face de moi, enfin le monsieur, la personne, je ne sais plus, me dit, bah, je ne vais pas pouvoir prendre une main courante par rapport au fait que vous me décrivez, je ne vais pas pouvoir prendre une main courante. Et moi, je lui réponds, bah oui, je comprends, j'imagine qu'il y a bien pire. Alors, c'est pour te dire à quel point j'étais encore quand même un peu dans le déni. Et il me dit, non, vos faits sont trop graves. C'est pas de la main courante. Là, c'est un dépôt de plainte. Je suis obligée de prendre un dépôt de plainte. Et là aussi, c'est une autre claque, tu vois. Et il me dit, donc, vous voulez qu'on entame ça? Et je dis, bon, bah oui. Donc après, on m'a donné un rendez-vous pour aller déposer plainte. Et là, ça a été Enfin, en fait, je parle de claque, mais j'aime pas l'image, du coup. Mais plus un miroir qu'on te tend. Et là, je décris toute mon histoire. Ça a duré très longtemps, le dépôt de plainte. Et là, quand la personne, elle te dit un peu officiellement, en fait, ce qui est retenu, et donc à savoir violence physique volontaire, violence psychologique et séquestration, tu vois, c'était aussi, en fait, les phases où vraiment on me dit, ah, mais ça, c'est séquestration dans la loi. Tu te dis, mais séquestration? Mais non, séquestration, c'est dans une cave, sans manger, enfin, tu vois. Là encore, tu vois, de l'imaginaire, en fait. Et en fait, on te dit ça, et t'as ton papier et tout, et tu te dis, ah ouais, ok, c'est chaud. Voilà. Pour finir, juste sur l'histoire, il a fallu ensuite 1 an pour qu'il soit convoqué. Moi, j'avais donné le contact de plein de gens. Ils ont appelé une personne et demie, et pas les personnes les plus importantes, qui pouvaient vraiment apporter des choses en tant que témoin. Et j'ai été classée sans suite, évidemment. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire. Mais après, à partir de là... il suffit de regarder ce que j'ai fait depuis 2021 pour comprendre que je me suis énormément engagée à travers mon travail. Parce que justement, je pense que... Attention, vraiment, je pense que je suis une victime privilégiée, dans le sens où, grâce à mon travail et tout ce que je savais déjà, j'ai pu m'extirper de tout ça bien plus vite et sans avoir eu un enfant, parce que le risque était là, de tomber enceinte de lui. Et qu'ensuite, j'ai de la chance, en fait, avec mon métier, de pouvoir avoir une parole publique et de défendre tout ça. Donc pour moi, depuis, ça n'a plus vraiment de sens, en fait. Tu vois, moi, j'étais vraiment journaliste culture à la base et ça me faisait trop kiffer de couvrir des avant-premières de films. Enfin, tu vois, j'avais quand même ce côté un peu, pas paillette, mais j'aimais trop interviewer des chanteurs sur leur dernier album, etc. J'aime toujours, mais je te cache pas que depuis 3 ans, en fait, j'ai ça qui est chevillé au corps, où en fait, j'ai besoin d'être utile à d'autres femmes, enfin, et enfants et hommes. Mais
Voilà. Donc, j'essaye de mettre de l'utile dans tout ce que je fais. Et honnêtement, je pense que j'y arrive. Oui, je pense que tu y arrives aussi. Et c'est ce qui nous a amenés à nous rencontrer. On reboucle, mais bon, voilà ce qui Ouais. m'amène ce jour-là à l'équithérapie. Ouais. Et tu vois, et c'était pourtant pas mal de temps aussi après ce que je viens de décrire. Et pourtant, il y a eu des scènes, des moments de la journée qui m'ont vraiment, vraiment bouleversée. Ouais. Ouais, complètement. Je te rejoins à fond là-dessus parce que le cheval, c'est neutre et pourtant ça provoque de la peur et il faut faire confiance avec son corps. Euh, Moi, je me souviens de cette scène avec le miroir. Mhm. Bon, voilà. Bah, ce qui était, dans mon cas, déjà, moi, les chevaux me font un peu peur de base, même si je les trouve magnifiques, mais c'est que justement, il incarnait le cheval, quelque chose de grand, de fort, face auquel je me sens vulnérable. Et le miroir, oui, ça a été symbolique et ça a été important, mais moi, ce qui a été dur pour moi, c'est qu'à un moment, quand on courait avec... Comment il s'appelait ce cheval? Beau geste. Beau Geste. Avec Beau Geste, et il y a en fait un moment où on s'est retrouvés. Enfin, moi, ça m'a plaqué contre le On mur. En était fait, plaqués. j'étais dos au mur et Beau Geste était face à moi. Et là, j'ai vraiment eu un revival de trauma, de bloquer contre le mur, quoi. Mais ça m'a été tellement utile cette journée, tellement. Là Ouais. encore, ça m'a débloqué énormément de choses. J'étais vraiment trop heureuse de vivre cette journée-là. Merci encore à celles qui font ça à l'association. Oui, Indira et Manon, Oui. l'épisode de podcast est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est extraordinaire le travail qu'elles font. Et elles ont toutes les deux des histoires aussi qu'on découvre dans le podcast. Donc, ouais. Et donc, toi, parce que c'est cool aussi d'avoir les personnes qui ont créé ça et un retour de personnes qui l'ont vécu. T'as vraiment senti un avant-après Ouais. après cet atelier d'équithérapie? Oui. En fait, quand on est victime, alors moi, je n'ai pas, dans cette histoire-là, je n'ai jamais été victime de violences sexuelles. Je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, mais notre vie sexuelle me plaisait. Enfin, c'était épanouissant. Alors là, c'est un peu trop intime, mais en tout cas, sur ce point-là, il n'y a pas eu de souci. Mais là, en l'occurrence, avec l'équithérapie, elle travaille aussi avec beaucoup de victimes de violences sexuelles. Parce que là, toute la question du trauma, de la dissociation et tout, c'est clé, quoi. Je me suis perdue sur la question. Pardon. T'as vraiment senti un Oui, avant-après? un avant-après, excuse-moi. Mais donc, je crois vraiment que quand on... Je crois, c'est pas une question de croyance. Quand on a été victime de violences sexuelles, de violences conjugales ou autres, victime de violences de la part de nos parents, physiques, etc., en fait, ça prend un temps fou. Peut-être que ça prend même toute une vie, quoi, de se reconstruire et de s'en remettre. Donc moi, je te dis que ça fait 3 ans. La première année post tout ça, elle a été très intensive sur la thérapie, les psys, etc. Mais après, depuis, j'ai fait d'autres formes plus ponctuelles de thérapie, aussi de l'hypnothérapie cette année. Et là, l'équithérapie. Et il y a toujours un avant-après. Parce qu'en fait, c'est des formes différentes de travail qui font que même si tu avais l'impression que tu gérais et que tout était résolu, tu te dis « Ah bah non, en fait, il y avait encore un peu ça. » Ah, cette journée-là, elle a été très, très importante pour moi. Et en plus, elle est arrivée un peu de temps avant la sortie de mon livre. Et j'ai vraiment eu l'impression de me... Comment on dit? Quand on devient plus léger, il y a pas un verbe directement pour dire Soulagée. de me soulager. Non, mais de me soulager de plusieurs poids. Ouais. Voilà. Trop bien. Je suis super heureuse que cet atelier t'ait vraiment apporté tout ça. Et je suis heureuse aussi que t'aies trouvé finalement plein de solutions derrière aussi pour... je sais pas si on peut parler de reconstruction. Moi, je sais pas en fait si je suis fan de ce mot. Ouais, moi non plus. Parce Moi que non plus. je considère pas... Enfin, je pense que je l'ai dit à l'époque. Je suis détruite, je me sens détruite. Parce que bon, voilà, c'est un peu le vocabulaire qui nous vient. Mais sans jamais trop le penser. Parce que non, j'étais pas détruite. Et il en faut quand même pour aller me détruire, tu vois. Donc je sais pas quel serait le mot le plus juste. Bah déjà penser ses plaies, quoi. Ouais, grave.
Et puis être de plus en plus gentil envers soi, se faire des câlins en fait, enfin, voilà, pour aller mieux. Mais le truc, c'est que la vie, elle est difficile globalement. Donc de toute façon, tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, c'est pas parce qu'on voit une psy qu'il ne peut pas nous arriver ces choses-là. Bah, en effet, moi, quand j'ai commencé ma thérapie quand j'avais 27 ans, tu sais, je pensais que c'est bon. C'est bon, je suis en thérapie, ça fait 3 ans, j'ai tout capté, on peut plus me la faire à l'envers. Bah, tu parles, évidemment. Et je pense que je reverrai des psys plusieurs fois dans ma vie. Enfin. Ouais. Alors aujourd'hui, de ce que j'ai compris, tu fais une grève de l'amour. Ou en tout cas les trucs de dating et tout. Comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, bah ça c'est un peu, je pense, même limite la partie conclusion de notre, de notre épisode, qui est que maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'il vient de se passer tout ça, et que j'ai mis un gros coup de pied dans la fourmilière avec Désirer la violence, avec mon bouquin, où en gros je dis, tout ce que j'ai appliqué jusqu'à maintenant, ça marche pas, ça mène à ma perte, ça me rend malheureuse. Honnêtement, je pense que ça rend malheureuse tout le monde. Je pense pas que le principe je suis avec un bad boy violent fonctionne pour quiconque. Donc ça ne marche pas. Mais maintenant, il ne suffit pas vraiment de le dire pour changer radicalement et à partir d'aujourd'hui, être avec un type super sympa et n'être attiré que par des gens gentils. Non, en fait. Tu vois, j'ai pas d'exemple, mais j'ai revu... Si, j'ai un exemple. Je me suis relancée dans la série Charmed, dont je parle dans mon livre avec les sœurs Halliwell, en disant que j'étais folle de Cole, donc le démon suprême et tout, et en disant que Léo ne m'attirait pas, l'être de lumière et tout. Et donc là, c'est disponible en streaming, donc je regarde Charmed. Mais Léo, il me plaît toujours pas. En fait, tu sais, j'espérais vraiment, je me disais, quand j'ai commencé, bon, il arrive pas dès le début, mais tu sais, je me disais, bon, allez, là, allez, craque pour l'être de lumière et tout. Mais non, il est chiant. Oh là là. Il est chiant, je le trouve chiant. Donc voilà, après les démons par contre, ils me font vraiment beaucoup moins d'effet. Parce que je suis là genre, dès qu'ils arrivent dans la vie des sœurs Halliwell, je suis là, mais toi t'es un démon en fait, il n'y a même pas de débat, t'es un sale démon, dégage. Même si t'es sexy, même si t'es un brin ténébreux, dégage. Donc j'ai évolué, mais bon. Non, bon, là je plaisante un petit peu, mais... Donc en tout cas, plus que reconstruire, je pense que c'est de la rééducation. Mais comme quand on rééduque son genou, tu vois, après un problème. C'est de la rééducation de notre désir. Donc déjà, pour moi, c'est très sexuel. Enfin, pour moi, le sexe, ça tient une place importante dans ma vie, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle de masturbation aussi. Bon, j'ai écrit un autre bouquin sur la sexualité pour les plus jeunes. Sur quoi est-ce qu'on fantasme? Sur quoi est-ce qu'on se masturbe? Comment est-ce qu'on relationne sexuellement avec les autres? Et en fait, tout ça, c'est pourri par tout ce que je viens de dire. Par les rapports de domination, par le patriarcat, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est encore un autre sujet, mais très important, que j'évoque pas dans le livre, mais où j'ai beaucoup de discussions avec des femmes qui m'entourent. Est-ce que quand nous, on joue le jeu, tu vois, d'être des soumises avec des gars très dominants, à reproduire plein de choses qu'on voit dans le porno, en ayant l'impression qu'on est des déesses du sexe, tu vois, et qu'on est grave powerful et tout, est-ce qu'on l'est vraiment? Ou est-ce qu'on est encore en train de se faire avoir par le patriarcat? Est-ce que de base, ça aurait été vraiment notre désir? L'exemple le plus soft, tu vois, se faire tirer les cheveux à fond. Est-ce que de base, je sais pas, est-ce que ça me procure un plaisir physique, tu vois, qu'on me tire les cheveux? Je sais pas. Ce genre de truc. Donc bref, la sexualité, mais ça, beaucoup de féministes explorent tout ça. Hein. Il y a des bouquins aussi qui sont sortis sur cette question. Et après, dans les sentiments, c'est difficile. C'est la jungle, hein, out there. C'est la jungle. Donc même quand on se dit ouais, j'en veux plus des gars pas cool et tout, c'est pas forcément écrit sur leur front, même si on les repère de mieux en mieux. Et puis voilà, c'est difficile, c'est pas du jour au lendemain. Ah tiens, j'ai écrit Désirer la violence, du coup on peut plus me la faire à l'envers. Donc en gros, et pourtant je te dis ça, l'année dernière quand j'étais en pleine écriture de Désirer la violence, j'ai fait. C'était n'importe quoi ma vie l'année dernière. Voilà. J'ai enchaîné, alors pas 32, mais j'ai enchaîné des relations avec des hommes, les uns après les autres, ils se sont suivis. Il n'y en a aucune qui était saine. Chacune pour sa raison particulière, tu vois. Mais bon, j'ai la flemme de leur donner une once de visibilité en racontant, tu vois. Mais rien n'allait.
Et j'ai été malmenée hein, émotionnellement. Et donc, vraiment, ma résolution du 1er janvier 2024, je venais d'être avec l'ultime gars qui m'a fait perdre mon temps. Je me suis dit, grève sentimentale. Donc, grève sentimentale, qu'est-ce que j'entends par là? Pas forcément grève du sexe, mais finalement, c'est lié. C'est arrêter de coucher trop vite avec des gens dont je ne sais même pas si intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, ils m'intéressent. Arrêter de donner tellement de temps et d'investir tellement d'énergie et de sentiments et d'émotions auprès d'hommes qui me chantent la sérénade, tu vois, sur Instagram pendant 15 jours, mais qui, une fois qu'ils ont couché avec moi, c'est bizarre, se rendre compte que ça demande un peu d'effort, les relations à l'autre. Enfin, tout ça, en fait. Stop. Pardon. Essayer de revenir à quelque chose de plus sain, comme quand j'étais plus jeune, tu vois, peut-être au lycée, où en fait tu fais X date, ça monte tout doucement, t'es trop content quand tu te tiens la main. Enfin, t'as vraiment checké en fait que l'autre, il te plaît. Tu tombes vraiment amoureux. En fait, mettre fin au love bombing, parce qu'on m'en a encore fait à fond du love bombing. Même malgré ce que j'avais vécu, je plonge. Parce qu'en fait, pareil, hein, ça compte l'âge. T'as 32, 33, t'es célib, tu penses à l'avenir, t'aimerais potentiellement des enfants et tout. Quand t'as un gars que t'admires, que tu trouves cool pour X raisons, ou sexy, et il vient et t'es la 8e merveille du monde et tout, t'as envie d'y croire. C'est chiant de se dire non, 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 trop beau pour être vrai, c'est chiant. Donc voilà, donc je suis en pause, enfin non, en grève, c'est vraiment grève, parce qu'en fait, c'est arrêter de bosser pour ces relations pourries et attendre en fait que l'autre fasse sa part du travail. C'est vraiment une question de travail. Depuis le 1er janvier, donc là nous sommes... je donne pas la date. Si. On est en... Nous sommes. Ouais. Nous sommes toujours en 2024, longtemps après le 1er janvier. Et je me sens tellement puissante. Je te promets, j'ai récupéré tellement de force et d'énergie. Et avec tout ce que j'ai accompli sur mon bouquin, ça aurait pas été possible en fait si pendant ce temps-là, ma préoccupation c'était est-ce que Michel il m'a écrit un texto? Pourquoi Michel il répond pas? Pourquoi ça fait 72 heures que je suis en vue? Oh merde merde Michel. J'ai pas eu de Michel mais ça m'est venu. Et donc en fait l'énergie que je gagne, le temps que je récupère, oh là là, on s'y réhabitue très vite. Hein. Et surtout juste ma puissance de savoir qui je suis, de pas avoir un gars qui me gaslight, quoi, qui me fait perdre de la confiance en moi et me fait douter de ma valeur. C'est quoi cette histoire? Et là, pareil, en fait, j'en parle en m'énervant parce qu'on est tellement nombreuses, mais tellement nombreuses. J'ai même des filles qui me connaissent pas, tu vois, juste qui me suivent sur Insta et qui par moments m'écrivent la énième déception amoureuse qu'elles ont vécue avec un gars d'une appli ou quoi. J'en peux plus, en fait, j'en peux plus. Donc, j'aspire pas à l'abstinence éternelle et à la grève. J'ai super envie de rencontrer un homme chouette. Je me l'interdis pas. Sauf que, voilà, je n'investis plus auprès d'hommes qui ne le méritent pas. Ce qui fait que depuis le début de l'année, je te spoil, j'ai été courtisée. J'ai été courtisée. Mais maintenant que j'ai un peu renforcé mon système de sécurité, il s'est rien passé. Parce que déjà, les 2 qui m'ont chanté la sérénade au début de l'année, ils étaient en couple. Dont l'un avec des enfants. Donc en fait, maintenant que je creuse un peu, t'es bien célibataire, hein, t'es bien en couple, t'as bien envie d'une relation. Voilà, ça se passe pas du coup, parce qu'en fait, quand tu poses les bonnes questions, tu te rends compte que c'est du vent. Donc du coup, tu as sorti ce super livre qui s'appelle Désirer la violence, et on en a parlé un peu en off, que le titre est un peu censuré, shadowban par les réseaux sociaux et tout. Quel accueil il a eu? Parce que tu as fait une très grosse promo, moi je t'ai vu dans tous les médias. J'ai l'impression, en tout cas, le livre a cartonné. Là, tu m'as dit qu'il était en réimpression. Oui. Oui, après, voilà, me voici en train de minimiser. Je suis pas non plus sur 150 000 exemplaires vendus, quoi, quand même. Non. Pas du tout. Mais en tout cas, à mon échelle, c'est un succès et je suis vraiment très, très heureuse de l'accueil qui lui a été réservé. Ouais, et puis il y a eu une grosse promo et tout. Mais en fait, je dis ça c'est plus, tu vois, le côté, j'aime bien en fait dire un peu les coulisses de mon métier et tout pour les gens. Et ce que je veux dire, c'est que bizarrement, c'est pas parce que tu as une promo de dingue que ça veut dire que ton livre se vend. Donc, voilà, mon livre se vend.
Mais tu vois, pour certains de mes livres précédents, j'ai eu des promos de dingue et les livres se sont pas beaucoup vendus. Donc en fait, c'est pour ça que j'en parle beaucoup d'ailleurs sur mes réseaux, tout le temps à dire hello les gars, je sais, genre, enfin pas les gars d'ailleurs, vous, ok, vous avez l'impression que vous voyez ma tête partout, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous continuiez à en parler, à partager, à mettre des notes sur Fnac, Amazon et compagnie. Enfin, en fait, attention, c'est pas parce qu'on voit ma tronche que j'ai acheté une villa en Espagne, quoi. Et donc, je parle beaucoup de ce genre de choses. Et aussi savoir, quand on me dit, t'as du succès, tu vois, parfois, là, cet été, j'ai recroisé des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Ah, c'est trop bien, toi, t'as vachement de succès et tout. Ben, définis succès. C'est quoi le succès pour toi? Si succès, c'est gagner beaucoup d'argent, non, j'ai pas de succès. Si c'est avoir des followers, si c'est justement qu'on voit ta tête, c'est quoi, en fait, pour toi, le succès? Si c'est juste que ton projet, tu l'aies mené jusqu'au bout et qu'il soit sorti. Enfin, en fait, j'aime bien avoir ces discussions avec les gens. Je sais pas c'est quoi pour toi le succès. Et après, ils me répondent et je dis, bon, j'en ai, alors j'ai du succès. Voilà. Mais pour beaucoup, c'est gagner beaucoup d'argent. Et en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Pas du tout le cas. Donc, c'est aussi ça. Mais c'est aussi pour ça que pour moi, c'est très, très important journalistes, auteurs, autrices, parlons de notre métier pour aussi déconstruire l'idée que quand on nous voit, ça fait de nous une star riche et célèbre. Parce que c'est vraiment pas ça. Et donc, on a vraiment besoin des gens. Des gens de tous les jours, des réseaux sociaux, du partage, etc. Et du coup, les gens des réseaux sociaux, comment ça se passe avec eux? En fait, quand le livre est sorti et tous les premiers temps de la promo, franchement, j'étais très heureuse. Les vidéos, elles marchaient très, très bien. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait aucun souci. Et donc là, a priori, il y a eu, il n'y a pas longtemps, une nouvelle mise à jour, un peu, surtout là, d'Instagram. Enfin, pas une mise à jour, mais un changement de politique, tu sais, quand avec... non, quand... tout ce qui s'est passé sur Palestine, Israël, et puis même, je crois, nos élections à nous, où Instagram a décidé de ne plus afficher les contenus politiques, là. Oui, très juste. Et qu'il fallait aller cliquer dans tel et tel endroit. Et en fait, je pense, et j'ai demandé confirmation à des amis community managers, je pense qu'en fait, depuis ça, moi, j'en ai pâti. Parce que justement, le titre de mon livre est Désirer la violence. Donc, il y a le mot violence. Donc, l'algorithme, il n'en a rien à faire de savoir si je suis pour ou contre. Il m'invisibilise. Et donc, ça, je l'ai remarqué parce que depuis, des vidéos qui sont sorties, pourtant avec des gros médias, qui ont 500, 600 000 abonnés, elles flopent. Enfin, pareil, définissons un flop, mais proportionnellement à ce que sont les médias, elles flopent. Et donc ça, c'est un peu dur pour moi. Pareil pour les stories. Si je poste mes chats, je fais énormément de vues. Et dès l'instant où je remets quelque chose sur mon livre, là, au moment où on se parle, j'ai un peu plus de 14 000 abonnés. J'ai fait des stories à 150 vues sur 14 000 abonnés. Donc c'est difficile. Et c'est d'autant plus rageant que mon livre, il lutte contre la violence, évidemment. Et que moi, parfois, je vois passer des vidéos, justement, masculinistes, qui ont un potentiel violent très fort et qui ne sont pas censurées par Instagram, quoi. Ou TikTok. Complètement. Non, mais complètement. Et oui, c'est très juste. Il me semble que, mais c'est à prendre avec des guillemets, mais que Instagram a compris que ça influençait beaucoup des élections, des trucs politiques, etc., ce réseau social-là, et je pense même d'autres. Et en fait, ils ont décidé que, je crois qu'ils n'arrivent pas à faire la modération des trucs. Et c'est vrai que c'est quand même un peu problématique que les élections se jouent sur Instagram, par exemple. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé que les contenus politiques et tout... Et il y a quand même un petit truc, c'est genre si tu es certifié comme une personnalité politique, là, tu n'es pas shadowban. Genre là, tu peux parler politique parce que tu es certifié comme étant une personne politique. Ok. Mais c'est tout, quoi. C'est ce que j'ai compris, mais c'est à prendre avec des petites pincettes. Moi, mon compte est certifié, je suis rangée en journaliste, mais en revanche, honnêtement, je suis victime de l'algorithme. Donc, je pense que... de toute façon, je ne suis pas personnalité politique, clairement, mais... Non, mais oui, complètement. Ok, on arrive sur la fin de ce podcast. Comment tu t'es sentie pendant nos échanges? Mais très bien, je ne peux que me sentir bien. Tu es bienveillante, à l'écoute, c'est super. Oui, t'as passé un bon moment. Un super bon moment. Moi, j'ai passé un trop bon moment. J'ai bu chacune de tes paroles. Mais en revanche, j'ai beaucoup parlé. Après, je sais que tu es host et que tu es là pour me poser des questions, mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait des
de longues réponses et de pas t'avoir beaucoup entendu. Mais ça, je pense que c'est en off après, quand on se voit en tant que nous et que tu Oui. me parles de toi. Bah oui, carrément, carrément, carrément. Mais moi, ça m'a fait trop plaisir parce que vraiment, j'ai bu chacune de tes paroles Bon. et j'ai trouvé que tu as parlé avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de... Voilà. Et ça m'a... Enfin, ça fait vraiment du bien. Genre vraiment, c'est une bulle d'oxygène d'entendre une personne parler sur son vécu avec autant de recul, de liberté. Ça fait énormément de bien. Merci. Donc, je te remercie très sincèrement pour ça. Et of course, si tu veux qu'on aille se boire un verre et je te papote ma life et tout, à fond, 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 fond. Mais non, je suis trop contente. Merci, parce que tu étais très généreuse, donc merci. Mais merci à toi. Et puis, au-delà de ma petite pomme, merci de créer cet espace-là, justement, à contrario, où on a une liberté de parole et on peut évoquer tous ces sujets. Et surtout, j'espère que cet épisode aura peut-être éclairé quelques personnes. J'en suis convaincue. Moi, j'ai une communauté de gens de santé mentale. Mais je sais, je suis ce que tu fais. Et je reçois plein de messages de plein de situations à chaque fois. Et vraiment, je suis convaincue que ça va aider énormément de personnes, là, l'enregistrement qu'on vient de faire. Bon. Donc, Parce que toi et moi, je pense que c'est ça qui nous réunit au final. C'est la complètement. volonté d'être utile à d'autres. En tout cas, que nos histoires personnelles servent à d'autres personnes. J'ai l'impression que c'est surtout ça. C'est genre, moi, j'ai vécu ça. Si je peux vous éviter 2-3 trucs, c'est... Voilà, Ouais, exactement. tu vois. Donc, trop bien. Là, c'est carte blanche. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Écoute, là pour le coup, je pense qu'il va être un petit peu cliché, mais c'est ce qui me vient spontanément. Vas-y. Et puis après ces 2 heures d'échange, c'est vraiment rappeler aux personnes en souffrance. Donc là, en l'occurrence, plus dans le domaine amoureux, je pense, sentimental, affectif, qu'elles sont pas seules et qu'elles ne sont pas folles. Parce que en vrai, quand on est dans ces relations terribles d'emprise et d'inversion de la culpabilité, puisqu'on est là pour parler de santé mentale, la phrase t'es folle, c'est quelque chose qui est assez systématique, qui fait extrêmement mal, parce que oui, on finit par plus savoir en fait ce qui est sain ou malsain. Donc voilà, juste rappeler à ces personnes qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ne sont pas folles. Mmh. Et si jamais des personnes sont victimes de ça, est-ce que tu sais vers quoi elles peuvent se diriger? Mais j'ai parlé de l'association En Avant Toutes pendant l'épisode. Complètement. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers cet asso. C'est surtout pour les jeunes, mais d'ailleurs, c'est aussi pour les personnes LGBT, QIA+, c'est très important de le dire. Et donc, il y a en particulier ce chat Comment on s'aime, qui est très pratique parce qu'il est gratuit et qu'en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas franchir la porte d'un cabinet, en tout cas être face à quelqu'un. Et ce chat, c'est des personnes formées derrière aux violences qui répondent tout de suite. Et il y a même une option, mais ça c'est pareil pour le chat de la police, où en fait quand tu sors, tu peux sortir très rapidement du site et ça ne reste pas dans l'historique. Enfin voilà, ça te protège au cas où la personne surveille ton historique. Donc je peux que vous recommander ça. Et puis sinon le 3919 qui est le numéro d'appel national pour les victimes. Yes. Et j'aime bien le rappeler aussi, il y a un numéro pour les hommes qui agressent. Il y a un numéro que je ne connais pas par cœur, Shame on Me. Mais en tout cas, pour les auteurs de violences, ils peuvent aussi se faire accompagner. Je crois qu'ils ont un slogan de Mais tu es en train de m'apprendre quelque chose. Je te avant de regarde. frapper, appeler, tu vois. Ouais, C'est vrai. oui. Il y a Faut que une... je fasse quelque chose. Faut que je fasse un article. Bah ouais, complètement. Ben oui. Il y a une ligne d'écoute. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde connaît le numéro une fois que c'est trop tard. Ouais. Personne connaît le numéro de prévention dès les premiers signaux, vous pouvez appeler avant de frapper. Parce que honnêtement, mais alors là vraiment, tu peux être sûr que dès que je rentre chez moi, je vais regarder tout ça. Parce que c'est pas pareil. Parce que j'ai pas évidemment l'omniscience sur le sujet. Mais est-ce qu'ils ont le recul nécessaire en fait avant tout ça ou pendant leur crise de violence pour se dire attends, je vais appeler, je sais pas. Je suis très curieuse de savoir qui appelle et comment ça fonctionne et combien de personnes ils aident.
Eh bien, tu es journaliste. Ça se sent que tu think like bien journaliste, sûr, bien tu sûr. vois. Non, mais c'est trop bien. Franchement, si tu fais un article dessus, ce serait trop bien. Mais il faut que je te donne, c'est horrible parce que moi, du coup, je suis pas journaliste, donc échelle zéro d'information. Mais c'est la ligue de lutte contre, je sais pas, violences faites aux femmes et aux enfants et tout, qui viennent en aide aux auteurs d'agressions. Et justement, c'est les premiers signaux quand tu sens que tu vas vriller parce que tu casses des objets ou tu sens que là, ça va vraiment partir. Il y a cette ligne d'écoute qui est là pour ça. Mais sachant, il faut qu'on conclue à un moment, mais là, je suis obligée de répondre par rapport à ce que tu viens de dire, parce que justement, la violence, elle s'installe avant la violence physique. Ça, c'est vraiment important à chaque fois de le rappeler. Enfin, vous savez, il y a vraiment ce cliché de la première gifle. Non, mais moi, à la première gifle, je pars. À la première gifle, je serais partie. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie à ce moment-là? Mais quand on arrive au moment de la violence physique, la violence psychologique et ou économique, elles sont déjà bien installées. Donc, en fait, c'est pas le début. c'est déjà le milieu, quoi, on va dire, du cycle de la violence. Et si jamais tu fais un article dessus et qu'il sort avant la sortie de ce podcast, du coup, je pourrais le mettre en lien. Bon, je me dépêche. Elle me donne des devoirs, elle. Non, mais vu que cet épisode de podcast va sortir dans plusieurs mois... Oui, ça me laisse un peu de marge. Je sais pas. Non, parce que j'ai pas envie de te foutre de pression ni rien. Non, mais en fait, tu m'en fous pas. C'est que justement, avec Simone Média, on s'en est parlé plein de fois du fait que je voulais faire quelque chose autour des cercles de parole d'hommes violents. Sauf que c'est souvent en non-mixité. C'est difficile d'accès, en fait, ces choses-là. Donc, à chaque fois que j'ai eu des petites opportunités, c'est pas possible parce que je suis une femme et journaliste. Donc, même si jamais des personnes nous écoutent et pensent à quelque chose qui pourrait aller dans ce sens pour un reportage ou un article, n'hésitez pas à me faire signe. Carrément. Il faut qu'on arrive à conclure. Moi, je te dis merci beaucoup pour ce beau moment ensemble et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Yes. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, of course. On peut te retrouver sur Instagram. On peut te retrouver dans la newsletter de Simone Média. On peut te retrouver où? Partout sous mon vrai nom, Chloé Thibault. La pause Simone, écoute, même dans quelques mois, je pense que ce sera, ce sera toujours d'actualité. La pause Simone, qui est une newsletter hebdomadaire gratuite, en collab avec Simone Média. Désirer la violence, qui est en librairie, mes livres précédents, et en 2025, de nouvelles productions éditoriales, dont je dis rien pour l'instant, mais qui sont très chouettes. C'est trop cool parce que tu as devancé ma dernière question qui était qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir? Eh bien, tu peux me souhaiter de franchement continuer sur cette lancée parce qu'actuellement, je me sens très épanouie professionnellement. Mais tu peux me souhaiter un petit peu plus d'argent. Voilà, J'adore. Ça, je te le cache pas. Je te souhaite de l'argent. Je te souhaite du succès, mais du coup, le succès, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que ça dépend de ce que les gens y veulent, mais du coup, de l'argent. En fait, il faut conclure. En fait, pour moi, le problème, et sincèrement, 100% sincèrement, l'argent, c'est pas ce qui me motive dans la vie. Ouais, moi non plus. C'est pas le plus important dans la vie. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des métiers passion, je ne t'apprends rien, tu te retrouves dans des métiers passion, c'est trop bien, tu t'épanouis et tout, mais il y a quand même un moment... T'as pas d'argent, quoi. Tu rentres pas d'argent. Et donc là, c'est un peu le tournant actuellement, vraiment, en cette phase-là de ma vie où je me dis, c'est cool la passion, mais là, va peut-être quand même falloir que tu commences à te dire que tu veux de l'argent, quoi. Ouais. Donc voilà. Okay. Et je pense que c'est important, même en tant que femme, là, de le dire un peu, genre, donner l'argent, quoi. Ah grave. Attends. Parce que des gars, en tout cas, moi, dans mon métier, dans mon entourage pro et tout, même un peu dans le showbiz, la culture, des gars qui ont mon âge et qui se satisfont de pas beaucoup d'argent, j'en vois pas. C'est aussi un gros truc sexiste, le fait qu'on prétend à pas beaucoup de sous, qu'on est OK pour être à moitié bénévole. C'est très féminin. Non, mais carrément. Et je suis contente qu'on termine ce podcast. Ouais, attention à pas se rouvrir un onglet. Mais en tout cas, voilà. Mais genre, c'est vrai qu'on a tendance à se sous-payer, on a tendance à négocier nos prix beaucoup plus bas. En plus, c'est nous qui faisons tout le travail de militantisme, de sensibilisation, de trucs et tout, patati. C'est souvent très bénévole. Et t'es en mode, en fait, non. Et donner l'argent, c'est aussi du féminisme à 100%. Et je suis très contente aussi qu'on soit décomplexé sur ce truc de... moi, en fait, je veux être payée, mais genre bien payée
en fait. Je suis très contente parce que c'est tellement tabou, les sujets de l'argent et tout, et le fait que t'en parles ouvertement, je pense que ouais, en fait. Donc voilà, Donnez-nous l'argent. donnez-nous l'argent. Allez, fini là-dessus. Mais Rihanna, bitch, better have my money. Yeah! Et t'as on une voix finit là-dessus. extraordinaire. Oh, arrête, je vais chanter pour de vrai en off. Non, Trop viens, bien. on va se faire un karaoké bientôt. Oh, bah tu vas gagner, moi je vais avoir une... Il n'y a pas de gagnant ou de perdant, c'est juste pour le plaisir. Moi je suis très compétitive. Hein. Ah ouais, non mais déjà moi aussi. Bah, après c'est vrai, je donne tout moi au karaoké, je vais pas te mentir. Ça va être Je génial. suis là pour faire des vibes. Ah, trop bien. Non, il faut que je te vois faire un karaoké maintenant. Mais ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé autant qu'on a kiffé. Et on va conclure parce qu'au bout d'un moment, il faut conclure. Et merci de nous avoir écoutés. 10 conclusions. 10 conclusions. On va se laisser. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, c'était cool. Merci. Merci à toi. J'espère que c'était pas trop coûteux en énergie parce que je sais que t'as Mais beaucoup non. partagé et tout. Mais Non. cet épisode est tellement hyper Ça te complet. Ouais, complètement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.